Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde titrée « Financer la défense, relever le défi ». Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et ravi d'animer ce débat, d'autant plus que c'est une question d'actualité brûlante, comme l'a dit Madame la Présidente, pour deux événements majeurs. Le premier remonte bien sûr à il y a 3 ans, le retour de la guerre en Europe, à moins de 1500 km d'ici, à vol d'oiseau. Guerre entre deux nations souveraines. Alors il y a déjà eu des guerres en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la première fois entre deux nations souveraines, dont l'un des belligérants, celui qui a lancé l'offensive, est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, dont l'article 2 interdit, je le rappelle, de recourir à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Et le deuxième événement est l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a un peu plus de 3 mois, car depuis 1945, les États-Unis étaient un soutien militaire inconditionnel de l'Europe et de la démocratie. Ce soutien semble devenir conditionnel et on peut même s'interroger sur l'avenir de ce soutien. Menace à l'Est, fin d'une protection à l'Ouest, la France et l'Europe n'ont dès lors d'autre choix que de devenir une proie potentielle ou une puissance militaire. Or, l'Europe ne s'est jusqu'à présent jamais pensée comme une puissance, et encore moins comme une puissance militaire. La perspective d'une Europe militaire a été rejetée ici même, dans les murs de l'Assemblée nationale française, il y a 70 ans. C'était l'échec du projet de communauté européenne de défense. Et pour devenir ou redevenir puissance, il faut de l'argent et encore de l'argent. Il y a 2 mois, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan de 800 milliards d'euros. Ça a déjà été dit. L'Europe dépense aujourd'hui un peu plus de 300 milliards d'euros pour ses dépenses militaires. C'est un peu moins de 2% de son PIB. Pour arriver au niveau américain, il faudrait pratiquement doubler, et les militaires disent bien sûr qu'il faudrait davantage. La France, elle dépense 50 milliards, c'est ce qui a été voté dans cette maison. C'est un peu au-dessus de 2% du PIB en comptant tout. Et pour atteindre le niveau américain, il faudrait dépenser pratiquement 30 milliards de plus. Où trouver ces milliards dans un pays où le déficit public persiste au-delà de 5% du PIB? Faut-il des impôts? Faut-il baisser les dépenses? Faut-il s'endetter? Faut-il créer de la monnaie? Faut-il flécher l'épargne vers les dépenses militaires? Faut-il considérer les activités de défense comme des activités ESG, qui sont socialement et écologiquement responsables? Faut-il exclure les dépenses militaires du déficit, relever la norme du déficit maximal du PIB fixé à 3% du PIB à l'échelle européenne? Et puis aussi, comment dépenser ces milliards? Qui doit décider? Peut-on finalement faire confiance aux militaires pour tout décider en la matière? Nous avons là des questions qui sont à la fois très économiques et très politiques, et c'est pourquoi il est important d'en débattre ici avec des économistes et des élus. Nous en avons 5 et je vous les présenterai au fur et à mesure. Je vous propose une discussion en 3 temps. D'abord du principe, et puis ensuite la dimension européenne, et enfin les propositions pour la France que nous allons écouter. Donc, commencer par une question de principe avec Xavier Rago. Xavier est président de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Xavier, pour toi, cet effort, il ne doit pas être financé par de la dette, et c'est une question vraiment de principe, même de théorie économique, et je voudrais que tu commences par nous l'expliquer. Oui, bonjour. La question du financement des dépenses militaires est une des plus vieilles questions de l'économie. Ça a quasiment existé avant l'économie. C'est comme ça que l'économie s'est créée, quelque part. L'économie, c'est une jeune science, 18e siècle. Mais bien sûr, le financement des guerres par création monétaire, par impôts nouveaux, c'est toute l'histoire quasiment des constitutions des États modernes. Alors vous pensez bien que la réflexion sur comment financer ces dépenses militaires et la singularité des dépenses militaires a quasiment donné lieu à un domaine de l'économie particulier qu'on appelle la théorie des finances publiques en général. Quelle est la réflexion dans ce cadre-là? Et je parlerai de la France d'abord et ensuite de l'Europe pour suivre le plan suggéré par Jean-Marc. Bien, les dépenses militaires, il y a plusieurs composantes. Il y a acheter des armes, et on peut les acheter, ces dépenses militaires, on peut les acheter éventuellement des États-Unis, qui sont très grands producteurs de systèmes d'armes aussi. Beaucoup de pays le font.
On peut produire des armes, donc c'est des dépenses différentes, et on peut investir dans la recherche et développement pour produire les armes futures. Ces 3 moments sont 3 temporalités de l'urgence militaire. Quand vous devez vous battre sur votre territoire, d'abord vous achetez des armes. C'est le court terme. Si vous voyez à moyen terme, vous investissez pour produire des armes à un horizon court. Si vous pensez à la guerre future et aux nouveaux risques géopolitiques, la cybersécurité, vous investissez à très long terme. La question cruciale, c'est quel est l'horizon d'avancée stratégique. Pourquoi ? Parce que c'est central même sur les questions de finances publiques. Que dit la théorie des finances publiques ? Elle dit une chose très simple, et je vais commencer là-dessus. J'aime pas trop prendre ce ton professoral, la science dit que... Donc, doutez de ce que je dis. Néanmoins, ce que je comprends de la littérature, c'est la chose suivante. Et au fond, c'est fort simple. Quand vous avez des dépenses de long terme, stratégiques, prévisibles, comme le nouveau monde dans lequel on s'insère, avec une augmentation de 30 milliards des dépenses militaires. 30 milliards, c'est beaucoup. Le budget du CNRS, c'est 6 milliards, enfin 4 milliards en propre. Donc avec cet argent-là, on pourrait créer 6 CNRS de plus sur tout le territoire. Vous voyez l'ordre de grandeur. C'est beaucoup d'argent, 30 milliards. Quand on veut trouver ces 30 milliards, c'est pas pour l'année prochaine, il n'y a pas d'urgence. On transforme notre système militaire pour les risques de les 20 prochaines années. Dépenses pérennes, recettes pérennes. Il faut le financer par l'impôt, pas par la dette. Ça n'a pas de sens de financer les dépenses militaires sur les 20 prochaines années par la dette. Il faut des ressources nouvelles. Et quand je dis impôt, c'est... Parce que pour un économiste, quand on parle impôt, c'est des recettes nouvelles. Il y a 2 manières de le faire. Soit des impôts nouveaux, soit vous baissez certaines dépenses et vous réallouez l'argent. Mais c'est à peu près la même chose, c'est au sens, vous donnez moins d'argent aux Français, soit en leur donnant moins d'argent sous forme de prestations sociales, soit vous leur prenez d'autres argent, mais au fond, ils seront plus pauvres. Donc la question, c'est comment avoir l'acceptabilité politique d'une réduction du pouvoir d'achat des Français. Il faut le dire clairement, on sera plus pauvre parce qu'on choisit collectivement d'investir dans quelque chose qu'on pense l'intérêt supérieur de la nation, pour envoyer des vieux mots, qui est l'intérêt général, qui est l'investissement dans quelque chose dont le but explicite est qu'on ne l'utilise pas. On ne veut pas la guerre. On veut des dépenses militaires pour parer des risques futurs. Peut-être faudra l'utiliser, mais au fond, on est en train de constituer un capital dont le but premier, espérons-le, est de ne pas être utilisé. Donc, comment avoir cette acceptabilité politique de créer des ressources fiscales nouvelles dans un monde où c'est plutôt le pouvoir d'achat, la revendication première des Français, et trouver le bon instrument fiscal. Je pourrais construire plus tard son instrument fiscal. Je vois Jean-Marc reprendre son micro, donc je vais m'arrêter là pour dire au fond, après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, quel est le bon impôt ? Alors, je vais demander tout de suite, donc on a eu un avis d'un économiste, je vais demander tout de suite une réaction générale, hein, pas, on parlera de vos propositions après, mais une réaction générale aux députés. Hein. Tu as parlé d'économie politique, on a parlé d'économie, on va voir la réaction politique à ce principe. Est-ce que ça vous paraît jouable ? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la situation ? Je vais commencer tout de suite donc à poser la question à Marietta Karamanli, donc députée socialiste depuis près de 20 ans. Vous avez travaillé sur la nécessité de faire évoluer les règles budgétaires, vous nous en parlerez, et puis aussi sur une proposition fiscale. Mais d'abord, votre réaction au principe, entre guillemets, hein, posé prudemment par Xavier. Alors je crois que, d'abord, merci de l'organisation. Je salue toujours l'initiative de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour nous réunir et réunir d'ailleurs beaucoup de nombreux jeunes ici présents et d'éminents chercheurs également, députés et parlementaires qui ont contribué. Et je voulais... ma réaction, en écoutant d'ailleurs Monsieur le Président Rago, je dis chiche, je suis d'accord. Parce que, en fait, la question se pose depuis très longtemps sur la question du financement de l'Europe, du financement de la défense de l'Europe. Et je ne parle pas uniquement que de défense européenne, d'accord ?
Et je dirais que ça passe pas toujours par la dette. D'ailleurs, récemment, il y a quelque temps, lorsque nous avons présenté un rapport à la Commission des affaires européennes sur les nouvelles règles budgétaires, avant le changement et les élections en Allemagne, c'était une des propositions que nous avons formulées avec mon co-rapporteur pour faire en sorte qu'on trouve des nouvelles ressources et donc des contributions. Peut-être on peut parler de taxation, mais je dirais plutôt de contribution. Et c'est aussi, j'étais auteur aussi d'une proposition de loi sur les nouvelles contributions des très très riches, que ça puisse être au niveau national, au niveau européen ou bien sûr au niveau mondial. C'est sur la table de G20 d'ailleurs. Et effectivement, depuis, les choses ont beaucoup évolué. Donc oui, je pense qu'il faut trouver des nouvelles ressources pour ne pas encore alourdir l'endettement des États et aussi une volonté d'investissement concertée, coordonnée et de la part de l'Europe et aussi indépendante vis-à-vis des grands géants en matière de construction militaire où aujourd'hui on achète plutôt aux États-Unis plutôt qu'en construire nous-mêmes. Donc, plutôt d'accord. Et vous, Christophe Plassard, vous êtes député Horizon, vous avez été chef d'entreprise, vous avez tourné autour de beaucoup de questions militaires dans cette maison, vous avez été rapporteur du budget de la défense, vous avez travaillé sur la loi de programmation militaire, sur l'économie de guerre, comme ça a été rappelé par la présidente de l'Assemblée nationale. Vous aussi, vous avez travaillé sur une proposition, on y reviendra. Mais donc, est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt favorable au principe ou à l'hypothèse de base postulée par Xavier? Bonjour à tous, merci de l'organisation de cette table ronde. Et, alors il y a des principes qu'on ne peut que partager. Effectivement, les trois séquences du temps immédiat lorsqu'on est en période de guerre et de l'achat de ce que les militaires appellent sur étagère, de la production qui est très souvent du temps long. Il faut savoir qu'on recrute en ce moment les marins qui serviront sur le remplaçant du Charles de Gaulle qui sortira des chantiers dans plusieurs dizaines d'années. Donc on est vraiment sur du temps long. Et puis effectivement, recherche et développement, je le partage totalement. L'Internet sur lequel nous surfons tous aujourd'hui, on l'oublie parfois, mais est une création et une innovation avant tout militaire. Ensuite, sur la dépense publique et sur l'investissement et à quel endroit on le positionne, je voudrais juste rappeler un chiffre qui est issu des rapports parlementaires qu'on produit chaque année sur le budget. Si on prend l'ensemble des dépenses publiques, c'est-à-dire à la fois le PLF mais également le PLFSS, l'ensemble de la dépense publique, les retraites pèsent 14,4% de nos dépenses, la santé et la maternité pèsent 12,2% de nos dépenses. Sur le budget 2024, la défense représente 1,8% de nos dépenses. Donc aujourd'hui, pour qu'on ait quand même un peu les masses en tête, on dépense à peu près 10 fois plus pour les retraites que pour la défense. Donc ce seuil de 2% qui est un standard OTAN et qui est atteint aujourd'hui par la France et n'est pas une dépense, je veux dire, exagérée, même si lorsqu'on met en face des milliards, et que cette année on est à plus de 50 milliards, on est effectivement sur des choses qui sont très massives. Sur la source, dette, pas dette, etc., je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur l'efficacité de la dépense, à la fois sur l'efficacité de la dépense publique, globalement, mais également sur l'efficacité de la dépense militaire. La façon dont on a traité le budget de l'armée au cours des 20 dernières années, avec ce qu'on a appelé les dividendes de la paix et une diminution, voire un ralentissement des équipements de nos forces, a parfois produit des conséquences économiques assez surprenantes. Si je prends qu'un exemple, ce qu'on appelle les frégates multimissions, on était parti sur un programme de 17 frégates qui devaient coûter environ 600 millions d'euros chacune. Au bout de quelques années, on a finalement atterri pour des raisons budgétaires, à simplement une commande de 8 frégates, mais on est arrivé à un coût unitaire qui dépasse le milliard. Ce qui fait que finalement, pour avoir une économie budgétaire chaque année au moment du vote de la loi de finances, on est arrivé finalement à dépenser autant et avoir un équipement inférieur. Donc là, on aurait tout à fait pu avoir actuellement dans la marine 2 fois plus de frégates avec la même dépense. Donc il ne s'agit pas d'augmenter la dépense, je pense que l'optimiser est aussi un vecteur sur lequel on doit travailler fortement. On va évidemment en parler. La guerre aujourd'hui, c'est de l'industrie, et donc il faut penser ça aussi en termes de
politique industrielle et en termes d'économie industrielle, avec notamment la notion de rendement d'échelle qui est un point essentiel. Et on va peut-être en parler avec toi, Antonin Bergeaud. Donc tu es professeur associé à HEC. Tu as beaucoup travaillé sur les questions croissance, recherche et développement. Hein. Donc vraiment, on est sur une dimension essentielle du thème. Tu as eu des distinctions déjà académiques passées et à venir. Tu vas en avoir une bientôt, je crois. Tu as publié récemment un point de vue dans mon journal, hein, Les Échos, qui était titré « Les dépenses militaires sont bénéfiques à l'économie ». Et donc, je voudrais que tu commences par réagir au principe de Xavier, et puis peut-être que tu nous expliques un peu pourquoi les dépenses militaires peuvent peut-être finalement bénéfiques à l'économie, donc peut-être rapporter de l'argent. Merci. Bonjour déjà à toutes et à tous. Donc oui, je vais essayer de rebondir un peu sur ce qui a été dit. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que la difficulté dans la réflexion sur le financement des dépenses militaires, c'est qu'on a beaucoup d'éléments dans la littérature économique à regarder, notamment l'histoire du XXe siècle, la guerre froide, enfin les conflits un peu récents, sur le fait que le rendement des dépenses militaires est en fait assez élevé. Alors il y a plein d'estimations, mais les estimations un peu les plus récentes donnent des chiffres vraiment colossaux. C'est-à-dire que en fait, 1 euro mis dans les dépenses militaires ou dans les dépenses au sens large, hein, y compris la recherche militaire, génère 2 euros derrière de PIB. Donc c'est vraiment un rendement qui n'existe pas ailleurs. Mais en fait, la difficulté, c'est que c'est pas un rendement privé, c'est pas un rendement direct. Et c'est pas un rendement de court terme, ça met 15-20 ans avant qu'on voit justement cette augmentation du PIB. Alors pourquoi ? En fait, il y a 3 canaux qui sont assez simples. Le premier, c'est que vous avez ce qui a été dit, les dépenses de R&D, de recherche et développement. Il y a énormément en fait de retombées civiles de projets de recherche militaire. Et une des raisons, c'est que en fait, la recherche militaire, c'est une recherche qui est dirigée, organisée par l'État, avec une vision très long terme. Et avec une vision de politique industrielle qui implique de faire travailler plusieurs acteurs ensemble, public, privé, la recherche, des entreprises jeunes, des grandes entreprises. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez peu, qu'on fait de moins en moins, sauf éventuellement, effectivement, dans la défense. Vous avez évoqué le porte-avions futur, c'est des horizons de temps qui sont très longs et c'est des projets donc, qui nécessitent de créer une filière de formation, d'excellence dans la construction, y compris sur des choses très banales comme des problèmes mécaniques très simples. C'est des choses qu'on fait assez peu en général, et là l'État le prend en main sur des échéances de temps très longues, donc c'est quelque chose qui marche bien en termes de rendement économique. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison... Christophe a cité aussi Internet. Hein. Il faut rappeler qu'Internet est né d'un programme militaire américain dans les années 1960 qui était destiné à faire circuler l'information même s'il y avait un point de transmission qui était coupé, et c'est pour ça qu'on a fait un réseau. Donc c'est vraiment une préoccupation militaire au départ, et c'est ça qui a créé Internet ensuite. Mais même des technologies qu'on associe peut-être moins à la défense, par exemple la pénicilline, les antibiotiques, ça a été découvert un peu avant la guerre, ça a été développé et industrialisé massivement par les centres médicaux de recherche américains qui ont été développés en 1941 avec l'idée d'avoir quelque chose d'opérationnel pour les militaires blessés américains pendant le conflit. Ça n'a pas très bien marché pendant le conflit, mais par contre après... En fait, toutes les retombées qu'il y a eu de la recherche et des commandes publiques de l'armée américaine a fait qu'on a pu développer et avoir des améliorations qui découlaient de cette recherche et de ces investissements jusqu'aux années 70. Donc c'est vraiment des choses qui ont des effets bénéfiques pendant longtemps. La deuxième raison, je vais accélérer, c'est que pendant la guerre, donc ça c'est quelque chose effectivement qu'il faut éviter, on espère ne pas le vivre, mais quand on a des phases de conflit et d'économie de guerre, en fait les entreprises industrielles deviennent très productive, beaucoup plus productive, en tout cas c'est ce qu'on observe. Ça a été observé évidemment aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'exemple qui est souvent donné, c'est que l'industrie américaine qui produisait les avions, on produisait assez peu en fait avant le début du conflit. Roosevelt a mis comme objectif d'arriver à 50 000 avions produits d'ici 5 ans, donc c'était en 1940. Et en fait, à la fin de l'année 1940, les entreprises américaines en produisaient 100 000 par an, donc 2 fois plus que l'objectif 5 ans plus tard. Elles se sont complètement restructurées, elles ont innové, elles ont réfléchi à leur process et en définitive sont devenues beaucoup plus productives. Il y a plein d'autres exemples, pendant la Première Guerre mondiale en France également, pendant la guerre civile américaine. Enfin, vous avez tout un tas d'exemples qui à chaque fois montrent que les entreprises s'adaptent
elles innovent par nécessité et in fine, elles deviennent beaucoup plus efficaces. Et aujourd'hui, on le voit un peu en Ukraine, puisque l'Ukraine a réussi à développer très rapidement et dans des conditions difficiles une industrie de défense très efficace avec des drones qui sont très innovants et donc ça fonctionne. Et donc ça, évidemment, alors c'est dans des conditions difficiles et peu souhaitables, mais ça a des effets à long terme puisque les entreprises deviennent plus productives et donc produisent davantage et génèrent plus de valeur ajoutée. Et enfin, le dernier canal qui est un petit peu plus difficile à mesurer, c'est que évidemment vous avez du capital humain qui en découle, c'est-à-dire que l'armée et les centres de recherche liés à l'armée en fait forment des ingénieurs spécialisés, des techniciens, et évidemment une fois que la pression du conflit retombe un petit peu, on a tous ces ingénieurs et toutes ces connaissances qui peuvent retourner dans le civil. Donc tout ça pour dire qu'en fait on a on peut avoir un retour entre guillemets des dépenses militaires qui est très important, mais c'est essentiellement parce que pendant une période de pression militaire, vous avez une forme de retour de l'État dans la gestion de l'industrie et de la politique industrielle. Et c'est ça, en fait, qui a des effets positifs et des rendements positifs sur le PIB. C'est pas tant le fait que ce soit des dépenses militaires parce que c'est de la défense, c'est le fait que quand l'État s'investit dans la politique industrielle et le fait de manière intelligente en faisant concerter des acteurs, encore une fois, public, privé, recherche, etc., ensemble, eh bien, à long terme, vous avez des effets. Xavier, je pense que tu es d'accord sur le dernier point, sur l'utilité de la politique industrielle, mais auparavant, vraiment brièvement sur, est-ce qu'on a vraiment des retombées aussi fortes que celles qu'évoque Antonin? Est-ce que tu partages ce qui est une forme d'optimisme? Structurellement, je suis d'accord avec Antonin, j'ai que des points de nuance. Alors les points de nuance, c'est les suivants. Je pense que c'est vrai et c'est très important dans l'organisation des dépenses militaires de maximiser l'effet sur l'innovation dans d'autres domaines, ce qu'on appelle les innovations duales, et d'avoir les retombées de R&D, de formation, d'ingénieurs, qui sont essentielles dans d'autres domaines. Et c'est vrai que les États-Unis le font mieux. Ils ont une agence qui s'appelle la DARPA, qui a fait beaucoup de transferts. Et dès qu'il y a une technologie militaire, ils se posent la question quel peut être le rendement privé. Et ils le font sur les technologies de sécurité. Aujourd'hui, toute la physique et la cybersécurité, ils arrivent à avoir vraiment cette implication privée des dépenses militaires. Mon point, et Antonin le sait, c'est un point de nuance, c'est que le contrefactuel, c'est-à-dire que si on mettait tout cet argent pour vraiment avoir des effets les plus importants sur la croissance, on aurait des effets encore plus grands. Et on sait que l'effet le plus grand, et je dis ça, c'est pas par démagogie envers les jeunes, mais c'est l'investissement dans le capital humain, dans la petite jeunesse, dans l'éducation, la formation, qui donne les ingénieurs de demain. Et donc, il faut faire... Je pense, pour des raisons politiques, des dépenses militaires, on peut en parler, mais c'est important, j'y reviendrai, maximiser l'effet de ces dépenses militaires sur la croissance et le bien-être à venir, soit en temps de guerre, soit en temps d'accroissement, soit après le pic des dépenses militaires. Ça, c'est essentiel, et ce qu'a dit Antonin est essentiel, mais en même temps reconnaître que franchement, si on avait cet argent pour d'autres dépenses, on pourrait peut-être avoir des effets beaucoup plus stimulants sur l'innovation dans des domaines qui sont ceux dont la santé, la formation, l'éducation, les nouvelles technologies d'information, l'intelligence artificielle, qui sont des technologies qui auront des gains militaires, mais qui peuvent être un peu différents. Donc je dirais, mais c'est un point de nuance, c'est qu'on ne fait pas tout cet effort pour augmenter la croissance. On fait cet effort pour des raisons politiques, et à nous, économistes, et à la représentation nationale, de trouver l'effet le plus important sur d'autres objectifs sociaux, éducation, on a parlé Antonin, et recherche privée. Sylvie Matelli, vous êtes directrice de l'Institut Jacques Delors, qui est un cercle de réflexion qui a été fondé il y a près de 30 ans par celui qui fut le président de la Commission européenne pour réfléchir aux questions européennes. On va y venir tout de suite, mais avant, je voulais aussi vous demander par rapport aux différentes propositions, différentes idées qui ont été évoquées, comment vous réagissez ? Merci beaucoup. Oui, c'est un débat très intéressant. La dépense militaire, j'ai toujours pensé, et ça fait une 30aine d'années que je travaille sur ces questions, j'ai toujours pensé que le mot était très mal trouvé. Parce qu'en réalité, dans la dépense militaire, et vous l'avez très bien rappelé Xavier et tout le monde autour de la table, il y a deux éléments. Il y a de la dépense et puis il y a de l'investissement. La dépense en tant que telle, c'est ce qu'on dépense pour financer nos armées, financer nos soldats et financer nos bases, etc.
Et là-dessus, il est vrai que c'est quelque chose qui existe, qui s'inscrit dans le temps, parce que depuis que le monde est monde, on a toujours eu besoin de se protéger et on a toujours eu besoin d'avoir des soldats, quel que soit le nom qu'ils aient pu porter, mais on a toujours eu besoin d'avoir cette dépense. Donc là, il est clair qu'il faut penser un mode de financement qui s'inscrive dans la durée, et je vous rejoins Xavier, c'est plutôt l'impôt qui peut assurer ça que la dette. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on est dans une situation très particulière où on a parlé de dividendes de la paix. Ça fait en effet 30 ans que nous avons profité de la fin de la guerre froide pour réduire nos budgets militaires et qu'il nous faut rattraper ce retard. Et ce retard rattrapé, quelque part, c'est un investissement que l'on fait aussi dans la sécurité de nos enfants et des générations futures. Donc je trouve que la question dette ou pas dette est peut-être un petit peu plus tranchée sur ce rattrapage. Encore une fois, je rebondirai sur un de vos premiers propos, il faut savoir par rapport à quoi on fait ce rattrapage. Moi, j'avais cru comprendre quand je réfléchissais sur les questions de défense qu'on s'armait pour se protéger de ses ennemis. Or, j'entends de plus en plus souvent, la première fois que je l'ai entendu, c'était un député français européen qui, dans une conférence, comparait la dépense militaire européenne à la dépense militaire américaine. Et là, j'ai un petit peu sauté au plafond. Alors, je suis pas assez sportif pour sauter au plafond, mais en me disant, mais attendez, l'ennemi, c'est pas les États-Unis, somme toute. Est-ce que vraiment on va atteindre le niveau des États-Unis? Surtout que si vous travaillez un petit peu sur ce sujet, vous apercevrez que la dépense militaire américaine, c'est un instrument de politique industrielle, c'est un instrument de soutien de politique sociale, etc., etc., et que c'est un instrument aussi au service d'un certain lobby et d'un certain complexe militaro-industriel. C'est pas moi qui en parle, hein, c'est un ancien président des États-Unis, en l'occurrence un ancien général, le général Eisenhower. Donc ça a un coût prohibitif, la dépense américaine, avec un gaspillage phénoménal, que d'ailleurs ils essayent aujourd'hui de nous faire payer, mais ça c'est un autre sujet sur certains programmes d'armement. Donc ça c'est le premier point, ce rattrapage. Sur la partie dépenses, là je vous rejoins, il faut trouver. Et puis il y a l'investissement dans les entreprises. Et c'est très intéressant parce qu'on a parlé de toutes ces retombées. Et en fait, ce qu'on a peut-être oublié de dire, mais je pense que vous l'aviez en tête en parlant, c'est que quand on investit, on a aussi et on peut aussi espérer un retour sur investissement, et c'est là que vous avez raccroché vos propos en réfléchissant sur la recherche et développement. Alors sur la recherche et développement, l'exemple d'Internet, pour moi, c'est un exemple super intéressant, mais c'est l'exemple peut-être de ce qu'il faut améliorer. C'est-à-dire Internet, ça a été mis en service pour l'armée américaine en 1955. Jusqu'en 1990, que le brevet tombe et soit donné au secteur commercial parce qu'au fond, il n'y avait plus la guerre froide et il n'y avait plus d'intérêt, on avait quelques dizaines de milliers d'utilisateurs aux États-Unis dans l'armée américaine. Il a suffi qu'on donne ce brevet au secteur commercial pour qu'en 3 ans, vous ayez plusieurs millions d'utilisateurs et en 10 ans, vous aviez dépassé le milliard d'utilisateurs. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les retombées positives d'un investissement dans la défense, ça se travaille, ça se réfléchit. C'est tout à fait possible, mais ça se travaille. Et aujourd'hui, ce que j'observerai aussi, et je finirai peut-être là-dessus pour pas monopoliser la parole, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on n'est plus dans le monde des spin-offs, c'est-à-dire c'est le militaire, l'investissement dans la recherche et le développement militaire qui draine des technologies dans le civil, c'est plutôt le civil qui permet aux militaires, aux industries de la défense de récupérer des technologies et de les utiliser. L'intelligence artificielle en est l'exemple type. Tous les industriels de la défense aujourd'hui sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans leurs équipements et de réfléchir comment l'intégrer pour améliorer leurs équipements. Donc il faut bien penser que les retombées, elles sont à prévoir dans le cadre d'une politique industrielle et elles sont dans les deux sens. C'est tout un écosystème d'innovation qui peut se construire et il est tout à fait exact que la défense et l'industrie de la défense aussi, parce que c'est l'une des seules industries vraiment très fortes et très à un niveau mondial qui nous reste aujourd'hui dans notre pays, peut être un élément très important de la redynamisation et de la réindustrialisation de notre pays. Alors il y a un dernier point sur la question du cadre économique que je voudrais aussi rajouter. Alors Xavier l'a effleuré, c'est que normalement quand on investit dans le capital humain ou dans le capital physique, c'est pour produire davantage plus tard. Or quand on investit dans le matériel militaire, Xavier l'a dit, c'est pas pour fabriquer davantage, c'est pour éviter
la guerre. Et éviter la guerre, ça ne rentre pas dans le calcul du PIB. Et donc, on a un vrai problème là, qu'on retrouve aussi sur les questions de transition énergétique, où on a exactement le même problème, parce qu'on remplace du capital au lieu de l'augmenter. Et donc, on a un vrai problème aussi dans la façon dont on comptabilise et dont on regarde les effets de ces dépenses militaires, qui n'est pas le même que celui des dépenses civiles en ce qui concerne l'investissement. Je voudrais maintenant qu'on aborde la dimension européenne. Dès le propos introductif de la présidente de l'Assemblée nationale, cette dimension-là était présente, et ça n'était pas par hasard. On sait bien que la France peut faire un certain nombre de choses, mais qu'elle ne peut pas tout faire. Et je voudrais que vous nous disiez, vous, Sylvie, pourquoi cette dimension européenne est essentielle. On va retrouver certains des points qui ont déjà été mentionnés. Tout à fait. Alors, je rebondis sur ce que je disais à l'instant, et sur cette question des retours. Et c'est vrai que ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que la fragmentation en fait de nos outils de défense, que ce soit les armées ou que ce soit plus embêtant et peut-être parce que possiblement solutionnable, la fragmentation de nos bases industrielles et technologiques de défense en Europe est un problème qui nous coûte cher, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Eh bien, quand un État commande à ses industriels de la défense, tout à l'heure on a parlé des 14 frames, il va commander quelques dizaines de produits. Vous imaginez tous, et j'imagine qu'il y a des industriels dans cette salle, vous imaginez tous que quelques dizaines c'est quasiment du prototype en fait, donc ça coûte très 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 cher. Et c'est vrai que si on arrive à faire un européen, eh bien on arriverait à défragmenter, on arriverait à allonger nos chaînes. C'est quand même phénoménal aujourd'hui que l'on ait acheté depuis le début de la guerre en Ukraine quasiment 80% de nos équipements, munitions, etc. à l'étranger, parce qu'on n'avait pas la possibilité de les fabriquer. Et quand on a un petit peu réfléchi aux causes de cette incapacité de monter en cadence au moment de la guerre, il y a des tas de raisons, mais l'une des raisons majeures, c'est le fait qu'on n'est pas agile, parce qu'on est encore fragmenté, et que si on s'entendait entre nous au niveau européen, on le saurait beaucoup moins et on travaillerait beaucoup moins. Après, et on l'a vu, depuis que les initiatives sont prises sur ces sujets, il y a un certain nombre de propositions, et on pourra y revenir, et qui sont très très intéressantes, mais moi il me semble qu'elles se heurtent fondamentalement à des obstacles qui ne sont... Qui sont sociétaux, politiques, beaucoup plus que opérationnels ou stratégiques en tant que tels. C'est l'obstacle de la souveraineté européenne versus souveraineté nationale. C'est-à-dire, alors il y a cette idée qui est systématiquement instrumentalisée par certains, que quand on lâche de notre souveraineté nationale, quand on intègre en européen, on lâche de la souveraineté nationale au profit de la souveraineté européenne, donc on y perd. Si vous regardez un petit peu dans une perspective de plus long terme, à l'arrivée, on y gagne. L'euro, par exemple, a donné beaucoup plus de souveraineté à la France que si la France était restée indépendante sur les questions monétaires. Dans le domaine de la défense, on peut imaginer exactement la même chose. On sera bien plus sécurisé et bien plus en sécurité dans une défense européenne qu'on ne l'est aujourd'hui dans une défense nationale. Le seul hic, quand j'ai dit ça, c'est que qu'est-ce qui me garantit ça? C'est que dans l'absolu, construire ensemble est probablement plus porteur, mais qu'est-ce qui me garantit que demain, si l'Allemagne est attaquée et nous en France en même temps, les Allemands nous défendront aussi et ne prioriseront pas d'abord... Et ça paraît évident comme question, mais c'est une question qui est fondamentale et qui est très compliquée, parce que ça touche à chacun de nous. Je le fais à l'inverse. Si nous, on est attaqués français, qu'on a besoin de mobiliser tous nos moyens de défense, on n'ira pas défendre nos copains en Europe, parce qu'on aura besoin en priorité, et parce que c'est de la responsabilité des États. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de facteurs comme ça qui sont pénalisants. Donc on essaye d'avancer en particulier sur la préférence européenne, parce que c'est dingue. On parlait défense et dette, on peut peut-être s'endetter pour investir dans nos industries de défense, pour produire des équipements pour notre défense. C'est quand même beaucoup plus scandaleux de s'endetter pour acheter des équipements à d'autres, en fait. Donc, vous voyez, il y a tout ce débat qui doit s'enclencher au niveau européen et qui est très compliqué à mener parce qu'on n'a pas tous la même vision et on est 5 autour de la table ronde. En Europe, on est 27. Marietta, votre réaction sur cette dimension européenne? Oui, je partage cette approche
finalement de l'intérêt de la défense européenne et de l'investissement aussi par la dette. Et c'était aussi l'idée qui a été proposée dans les travaux que nous avons conduits au sein de la Commission des affaires européennes, lorsqu'on a parlé d'abord des nouvelles règles budgétaires, en fait en donnant la possibilité à l'époque qu'une partie de la dette les investissements soient extraits de cette dette-là. À l'époque, tout le monde n'était pas d'accord. Depuis, il y a eu un renouvellement aussi en Allemagne qui a fait qu'aujourd'hui, on a progressé. Et pourtant, vous voyez, il y a 3 ans, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Je pense que finalement, c'est pour ça d'ailleurs la question de la dette se pose, il doit être posé au bon niveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, la majeure partie des investissements partent à l'étranger, à l'extérieur de l'Europe, pour acheter des productions qui sont réalisées aux États-Unis. Donc finalement, investir dans l'industrie européenne, construire les réponses concertées et coordonnées et de manière indépendante au niveau européen, mais ça permet aussi d'appuyer cette souveraineté européenne tout en n'oubliant pas finalement nos États. Et ce que disait mon collègue sur la question des frégates, effectivement, on a vu très très bien que l'appareil productif aujourd'hui en France pour mettre sur le marché des frégates, mais on a vu aussi comment les autres membres de l'Union européenne, je parle de la Grèce, je connais très bien ce pays, vu mon nom, vous l'avez compris, effectivement, ils sont aussi dans l'investissement au sein même de l'Europe. Et je crois que d'ailleurs, la proposition qui est faite de 800 milliards d'euros au niveau européen et répartie prend en compte justement cet investissement à travers la dette. On n'en a pas parlé de ces détails, mais je crois qu'il y a aussi ce qui a été commencé à aborder par M. Rago, que je salue, c'est aussi aller plus loin que l'endettement. Et donc là, il y a d'autres que faire. Nous l'aborderons tout à l'heure. Antonin, pour toi, le domaine militaire, c'est un domaine aussi où l'action doit être européenne ? Je pense que effectivement, c'est un domaine où il y a un grand intérêt à augmenter la taille du marché. En France, qu'est-ce qui fait qu'aux États-Unis, les entreprises industrielles soient devenues aussi productives et aussi efficaces pendant les périodes de guerre? C'est qu'en fait, l'État a passé de la commande publique massivement pour acheter des avions notamment. Mais en fait, il n'y avait pas une seule entreprise. Il n'y avait pas juste Dassault à qui on achetait des avions. Il y en avait 86. À l'époque. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y en a plus que 5, ce qui est d'ailleurs un problème qui est souvent commenté aux États-Unis. C'est quand vous n'avez que 5 entreprises, elles sont moins en concurrence les unes des autres, elles ont moins intérêt à aller prendre des risques, à essayer de se remettre en question et de devenir donc plus productives. En Europe, il est évident qu'en France, on ne va pas avoir 12 entreprises qui produisent des avions ou des chars. Voilà. Donc on ne va pas pouvoir bénéficier de cet effet concurrence si on reste sur de la commande publique nationale. Et donc si on veut avoir, et c'est vrai dans la défense, mais c'est vrai d'ailleurs assez généralement, si on veut bénéficier du marché commun, il faut qu'on passe à une commande publique qui soit européenne et qui joue sur la concurrence entre les différents acteurs européens pour bénéficier donc de baisse de coûts, mais aussi d'augmentation de la qualité de ces entreprises. Le problème, c'est que là, on arrive sur des questions qui sont plus vraiment économiques, qui sont que vous avez évoquées, des problématiques politiques, c'est-à-dire que il y a une forme déjà de renoncement à une espèce de retour national sur lequel on a toujours un peu de mal, vers lequel on a toujours un peu de mal à aller dans la défense ou ailleurs, mais particulièrement dans la défense parce qu'on veut vraiment garder notre souveraineté. On n'a pas de politique européenne de défense qui soit complètement uniforme. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez des armes qui sont achetées au niveau européen, c'est très compliqué de décider si on les prête à l'Ukraine ou à un autre pays. Enfin, il se pose des questions politiques qui sont assez compliquées. Néanmoins, si on veut vraiment monter en régime sur les dépenses militaires sans que ce soit coûteux, parce que il faut bénéficier du marché européen. Donc ça, c'est clair. Alors, ça suppose des commandes publiques, mais ça suppose aussi tout un travail, qui est un travail souterrain, mais de normes, par exemple. Si on fait des munitions dans différents pays qui n'ont pas les mêmes dimensions, on ne peut pas les mettre dans les canons ou dans les fusils.
Et s'il y a des normes différentes actuellement, ce n'est pas par hasard. Ça a été pour protéger les industries nationales. Donc ça suppose de revenir là-dessus, ça suppose de choisir des normes. La norme, elle sera déjà en vigueur dans un pays et pas dans un autre. Donc le pays de la norme retenue sera favorisé. Enfin, ça pose derrière toute une série de questions à la fois très techniques et très politiques. Xavier ? Sur le sujet européen, il est crucial. Et vous allez entendre un point de vue qui est un peu différent de ce que j'ai semblé dire. Je voudrais commencer par être un peu provocateur et décentrer un peu le débat national. Pour des raisons professionnelles, j'ai passé quelques mois aux États-Unis, dans une fac américaine, et en discutant avec mes collègues, je ne dis pas l'administration actuelle, mais mes collègues qui étudient les dépenses militaires européennes. Il y a beaucoup de départements qui étudient l'économie européenne. Voilà le discours. On dépense, nous, Européens, nous, Américains, je parle en tant qu'Américain, je ne dirai pas le nom de mon collègue américain, mais je vous référerai à une publication dans l'IFRI qui est particulièrement intéressante. Nous, on dépense 2 fois plus que vous. On est à la frontière sur toutes les technologies de demain, notamment l'intelligence artificielle. On a les gros mastodontes, on a quasiment un monopole de l'utilisation des outils numériques. De toute manière, au niveau européen, vous n'y arriverez pas. Trop d'hétérogénéité politique entre les pays européens. Une partie de l'Europe a décidé volontairement, et notamment, on peut parler de l'Allemagne, de désinvestir les questions de dépenses pour un compromis national et de dépendre du bouclier et du parapluie militaire américain. C'est quelque chose qu'on perçoit peu au niveau français, parce qu'on a un système d'armes et on a un investissement, on a l'outil nucléaire. Donc on a un discours, heureusement je dirais, sur l'économie de dépenses qui est beaucoup plus articulé au niveau français que dans les autres pays européens. Donc finalement, il y a 2 grands acteurs mondiaux, les États-Unis et la Chine. Vous, Européens, acceptez de sortir élégamment de l'histoire, investissez dans les musées, dans la nourriture, et laissez vous positionner dans le bouclier et le système d'armes américain, payez pour ça. Et donc ça, c'est tous les droits de douane, toute la narration de Trump, et là on va dans des discussions beaucoup plus dures, et c'est le texte de Stéphane Miran qui dit, voilà, on va faire payer les Européens leur accès au bouclier, au parapluie américain. Voilà le débat au niveau des grandes masses et des grands montants. Et c'est face à ça que nous, Européens, il faut se réveiller. Parce qu'on ne veut pas... Enfin, je suis économiste, donc moi, je ne fais que donner des moyens et les politiques à donner les objectifs, mais j'ai l'impression que notre but, ce n'est pas de sortir élégamment de l'histoire. Donc comment on peut réussir à articuler, avec nos valeurs sociales, une coordination des dépenses militaires pour monter en gamme, en luttant contre tous les excès, c'est juste des dépenses militaires américaines, c'est l'équivalent de nos dépenses sociales, souvent c'est des dépenses militaires, mais comment avoir le compromis national pour avoir, ce que disait Jean-Marc, des rendements qui sont essentiellement non économiques, notre sécurité, notre indépendance, la puissance. Et c'est quoi la puissance? Parce qu'on est un peu abstrait, c'est quand il y a 2 pays qui sont au bord de la guerre, qui s'appellent l'Inde et le Pakistan, il y a un pays, quand il prend son téléphone, qui arrête la guerre. Et ce pays, c'est les États-Unis. C'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Allemagne. C'est ça la puissance. Donc la puissance, c'est aussi la capacité de permettre la paix. Moi, ça m'a frappé quand même, cette histoire indo-pakistanaise. Donc, comment investir et trouver un compromis dans des pays européens qui sont super hétérogènes? En France, on a un endettement très élevé et on a peu de marge de manœuvre fiscale. Déjà, l'effort national pour stabiliser la dette publique, on va en parler pendant quelques années. Et ça va nous paralyser notre débat national, malheureusement, cette histoire. L'Allemagne a une capacité budgétaire. La Pologne investit 4% de son PIB pour les dépenses militaires, ils ont 60% de dette publique. 2 fois moins de dette, 2 fois plus de dépenses militaires, la Pologne. Comment coordonner nos capacités technologiques françaises, budgétaires allemandes, l'investissement politique, le capital politique polonais, ils sont très consensus national autour de cet effort, comment additionner nos atouts économiques, technologiques, politiques pour construire les conditions de notre souveraineté? Je pense que, et là je suis un peu plus nuancé par rapport à ce que j'ai dit sur la dette, et c'est ce qu'a dit Marietta à l'instant, il faut trouver des espaces fiscaux européens. Il faut un nouvel outil européen, une dette publique européenne, comme on a fait sur Next Generation EU, qui nous permettent d'investir globalement. Commençons par des ressources additionnelles européennes, parce qu'on peut s'endetter au niveau européen.
Petit 2, faisons une clé de répartition nationale en fonction des capacités industrielles et d'un projet de décentralisation industrielle sur lequel d'autres sont plus compétents en fonction du système d'armes, des localisations. Petit 3, chaque pays doit trouver des ressources additionnelles. Et je pense qu'en France, qui dit endettement européen, l'endettement, je dis ça, vous le savez, hein, c'est juste on reporte les coûts. Si on s'endette, on doit payer demain. C'est pas l'argent magique. Donc si on s'endette, c'est comment on va rembourser les intérêts sur la dette future. Et on a besoin de ressources fiscales additionnelles. Moi, l'impression que j'ai, c'est dans le débat public national, qui dit ressources fiscales additionnelles, un impôt, alors que ce soit le support d'impôt, une tranche d'IR supplémentaire, des variations de différentes assiettes, immobilières ou pas, je ne vais pas rentrer dans la technique fiscale, il faut que ce soit fléché sur ces dépenses militaires. Je pense à la condition d'acceptabilité. Et ça, ça fait une petite tension avec le Parlement, parce que je sais que les parlementaires, ils préfèrent avoir l'entièreté des ressources et que la souveraineté nationale s'exprime sur l'orientation des dépenses. L'impression que j'ai, mais ça, je pense que c'est aux politiques d'être plus clairs sur l'acceptabilité de ces ressources nouvelles, c'est qu'il faut compartimenter certaines ressources pour les flécher vers les dépenses militaires qui permettent, et je pense que je voudrais insister là-dessus, c'est ce qu'Antonin dit, c'est un domaine sur lequel l'intervention de l'État, la coordination des acteurs, petites entreprises, grandes entreprises, labos de recherche, fait que la puissance étatique a des rendements extraordinaires en termes de coordination de toutes ces intelligences. Il faut le faire au niveau national, il faut le faire au niveau européen, et je pense qu'il faut partir avec un club franco-allemand-polonais, en mettant les Espagnols s'ils acceptent les Italiens, un club au sein de la zone euro, pour avoir des ressources supplémentaires et les décentraliser au niveau des pays. Un point essentiel, c'est que l'Allemagne a basculé complètement ces derniers mois avec les élections et la formation de la nouvelle coalition et du nouveau gouvernement, et a complètement changé de point de vue sur cette question. Et ce qui provoque le changement, c'est vraiment la nécessité d'accroître la dépense militaire. Micro. Tu as tout à fait raison, et je pense que nous, il faut qu'on suive ce débat allemand avec la petite tension qu'on a vue lors de l'émission de Merz, où l'Allemagne est en cours d'évolution, mais il y a toujours un processus et il y a une partie qu'il faut convaincre au niveau... Oui, le consensus est loin d'être général en Allemagne, mais il y a même eu un basculement. Antonin, sur la question spécifique du financement à l'échelle européenne, quelles sont tes pistes ? Moi, je suis beaucoup moins spécialiste que Xavier et les autres intervenants là-dessus, donc je pense que si on arrive à trouver un outil et un outil de financement de long terme, on n'arrivera pas à financer à court terme sans s'endetter, effectivement, si on ne lève pas d'autres ressources, puisque le retour sur investissement est très long et il est même parfois très difficile à relier. C'est-à-dire les travaux qui permettent d'arriver au chiffrage que j'ai donné initialement, c'est des choses très compliquées, parce que comment vous mettez un prix sur la pénicilline ou sur Internet, combien de milliards faut investir pour qu'on considère que ça vaut le coup, c'est quand même très compliqué. Mais quand si on arrive à avoir des instruments de financement qui reflètent l'épargne, par exemple des Européens, vers des dépenses militaires qui, par ailleurs, devraient être des dépenses qui sont fléchées vers l'investissement militaire, mais aussi de manière à maximiser les retombées vers le civil, effectivement, ça peut être de toute façon à long terme quelque chose de très intéressant. Maintenant, je voulais juste dire un mot sur ce qui a été dit avant. Je pense que moi, je suis évidemment complètement d'accord sur le développement d'une politique industrielle européenne et la mise en commun un peu de notre industrie de défense, qui je crois quand on somme un petit peu toutes les valeurs ajoutées de l'industrie de défense européenne, en fait on arrive à quelque chose d'assez comparable avec les États-Unis. Le problème, c'est que, comme je crois, Jean-Marc, tu l'as dit, on a tous des normes différentes. Et soit on accepte qu'effectivement un pays domine en imposant ses normes aux autres, mais politiquement ça va être quand même très compliqué à mettre en place, on ne l'a jamais vu, et chaque pays essaye un peu de tirer la couverture à lui, mais ça ne marche pas très bien. Soit on accepte de payer beaucoup plus cher, et donc de perdre du temps, de prendre du temps pour tout réharmoniser, et donc avec les surcoûts que ça a, et peut-être qu'entre-temps, du coup, il faut accepter d'aller acheter des armes moins chères, ce qui est aussi quelque chose politiquement un petit peu difficile, puisque donc, on va peut-être devoir acheter des armes américaines, ce qui retardera encore plus la mise en œuvre d'une espèce de normalisation européenne. Donc il y a une espèce de saut un peu dans l'inconnu qu'il faut faire, et qui est difficile à faire, parce qu'on n'a par ailleurs pas tous la même perception en Europe du risque militaire. Donc donc c'est sûr que mettre en place une espèce de consortium de pays européens, peut-être pas tous les pays, mais ceux qui partagent un peu la même vision, avec
avec en tête l'idée qu'effectivement on va surpayer les dépenses militaires pendant un certain temps, mais qu'à long terme on va avoir un rendement, me paraît essentiel, mais assez difficile à mettre en place politiquement. Question d'horizon est essentielle, et donc là on retombe sur la dimension politique. Marietta, Xavier disait qu'il fallait pousser les États à augmenter leurs dépenses, avoir une dimension européenne, le piloter à l'échelle européenne, mais pour vous il est essentiel de faire attention au fait que les pays ne sont pas tous dans la même situation. Oui, tout à fait, les pays ne sont pas dans la même situation, et je pense que si on prend la dimension européenne, qui est le bon échelon, c'est parmi ce qu'il faut faire, c'était aussi finalement ce choix d'un financement qui peut être une contribution limitée aux très très riches, aux revenus de très très riches. La nécessité donc d'avoir une réflexion sur ce sujet, que certains engagements ne sauraient être comptabilisés dans le calcul de la dette et du déficit public des États et de l'Union, ça fait partie aussi des éléments. Et quand on regarde de plus près la question, cette proposition, il y en a d'autres propositions que mon collègue Christophe pourra en parler, parce qu'il y a d'autres travaux de réflexion à travers des PPL, mais si je me concentre plutôt sur la contribution des très hauts revenus, à ce titre-là, oui. On y reviendra plus tard sur la... D'accord. C'est vraiment la piste, je pense qu'il faut aussi retravailler. Il ne faut pas avoir peur au niveau national, au niveau politique, de pouvoir solliciter un acte patriote, quelque part. Christophe, sur la dimension du financement européen. Alors déjà, je pense qu'il faut distinguer, parce que souvent on fait l'amalgame entre la dépense publique budgétaire, le budget de la défense, et l'investissement dans les entreprises de la défense. Et donc, tout à l'heure vous évoquiez l'épargne, on ne demande pas, notamment, on évoquera tout à l'heure peut-être les travaux sur l'épargne, mais on ne demande pas aux Français, à travers leur épargne, de financer le budget de la défense, mais d'accompagner de l'investissement. C'est vraiment quelque chose à distinguer. Quand on regarde l'Europe aujourd'hui, il faut déjà qu'il y ait une... J'aime pas parler de chance, parce que malheureusement le contexte international qui est celui que l'on connaît n'est pas une chance. Je préfère dire que c'est une contrainte, mais ça n'empêche pas que ça puisse devenir une opportunité pour avancer sur ces sujets-là. Je vais prendre un exemple. Les organisations d'investissement bancaire européennes n'avaient pas dans leur statut, dans leur doctrine d'investissement aujourd'hui, la défense. Donc comment peut-on demander à travailler, qu'un certain nombre de pays européens travaillent ensemble sur des projets de défense, là où ce que l'on a mis en commun, c'est-à-dire nos outils financiers, non pas pour vocation, mais c'est écrit dans les textes, enfin c'est en train de bouger, mais ça l'était encore récemment, la vocation d'investir dans la défense. Donc il y a un certain nombre de verrous à libérer, mais on a aussi des exemples qui fonctionnent. Je vais prendre l'exemple d'MBDA, fabrication de missiles, où on a 27% du capital détenu par les Anglais, bien qu'ayant quitté l'Europe. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé des Anglais, mais c'est aujourd'hui un acteur essentiel dans la défense. Et on voit que c'est une façon aussi pour eux de revenir dans la dimension européenne. MBDA donc est 27% anglais, 27% Airbus, c'est-à-dire on va dire franco-allemand pour faire simple, et pour le reste italien. Donc là on a quelque chose, on est en train de construire un champion, j'allais dire européen, et ça fonctionne. Donc je pense qu'on a tout à fait la possibilité, au cas par cas. Après sur la souveraineté et notamment la difficulté qu'on peut avoir à partager des savoir-faire, je pense qu'il faut évoluer. Il faut évoluer aussi sur le cahier des charges, parce que payer plus cher, ça peut aussi être payer beaucoup plus cher. Par exemple, je vais prendre le cas des avions de combat. La France a une particularité, nous avons des porte-avions. Donc lorsque nous faisons le cahier des charges de notre futur avion de combat, on part du principe qu'on doit avoir un avion qui doit pouvoir atterrir sur un porte-avions. Mais on est les seuls en Europe. Est-ce que l'on doit, est-ce que cette contrainte, elle doit s'imposer aux autres, et comment on la travaille? Donc on a tout un tas comment dire, d'évolution, j'irais presque, pas intellectuelle, mais d'habitude, de coutume, de travail en commun sur la doctrine d'emploi. Il est évident que les Polonais, on les cite souvent comme étant des gens qui investissent beaucoup plus que nous dans la défense, mais il ne vous a pas échappé qu'ils sont beaucoup plus à l'est que nous, et que nous sommes un pays doté de l'arme nucléaire, et que la doctrine nucléaire, que la grammaire militaire française, forcément nécessite et impliquera moins de dépenses dans un certain nombre d'outils qui
qui nous sont moins utiles compte tenu du parapluie nucléaire qui est le nôtre. Donc on ne peut pas uniquement avoir un raisonnement, je dirais, industriel d'optimisation. Il faut voir les choses de façon plus globale. Ce qui est intéressant, et une fois de plus, la contrainte crée l'opportunité. Lorsqu'on regarde les exercices militaires qui sont en cours, je pense avec la Suède, je pense dans le nord de l'Europe, on a un certain nombre d'exercices militaires aujourd'hui qui ont lieu, qui sont en cours, sans les États-Unis. Et on est en train de travailler sans les États-Unis. Autre exemple polonais, les Polonais, bien que très liés aux Américains dans leur doctrine militaire, mais également dans leur choix je dirais industriel, dans leurs achats, ont acheté des chars coréens. Ils n'ont pas acheté des chars militaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'une immédiateté de délivrance et que ce qui a fait le game changer, je dirais, entre guillemets, de la décision de l'achat, c'est la disponibilité. Et donc l'outil industriel et la capacité que les Coréens avaient à produire rapidement l'outil dont ils avaient besoin. Donc on est vraiment dans un environnement, je dirais, multifactoriel. Il y a de la politique, il y a des sujets financiers, il y a des sujets très militaires, stratégiques. Et on voit l'évolution que l'on a en ce moment avec un certain nombre de pays européens qui commencent à interroger la France sur quels sont les enjeux de la protection nucléaire et de la dissuasion nucléaire française à une échelle européenne. C'est un certain nombre d'éléments que l'évolution actuelle à la fois nous pousse à avoir, et tant mieux, et en même temps, lorsque l'on voit la rapidité avec laquelle les postures des États changent, c'est aussi un frein à mettre en commun. Enfin, tout le monde connaît la phrase les États n'ont que des intérêts. Et forcément, on n'est pas dans un État fédéral, on n'est pas aux États-Unis avec 51 États qui travaillent ensemble. Comment doit-on qualifier l'Europe de la défense? Est-ce que c'est l'Europe de la défense? Est-ce que c'est une défense européenne? On est à peu près tous d'accord pour dire qu'une armée européenne aujourd'hui n'est pas quelque chose d'envisageable. Donc comment on travaille l'ensemble de ces paradoxes pour arriver à gagner en performance? Et effectivement, on a un certain nombre de marges de manœuvre, mais ce n'est pas qu'une histoire de budget et d'investissement et de budget militaire. Je reprends les propos de Xavier tout à l'heure concernant l'impact qu'aurait l'investissement massif dans l'innovation si on émettait un peu moins dans les équipements, mais il faut savoir que le fonctionnement, je dirais, quotidien de notre État, y compris nos politiques de transport, nos politiques de développement durable, ne fonctionnent que si on est dans un État sûr. Et la première des souverainetés, c'est la sûreté du territoire, c'est la sûreté du pays, et on ne peut pas faire que de l'innovation si on n'assure pas au quotidien la sûreté de notre territoire. Et pour ça, il faut des chars, des bombes et des avions. Sylvie, on a évoqué différents outils de financement à l'échelle européenne. Est-ce que vous pouvez nous faire simplement le petit tableau général de ce qu'il y a, de ce qui est disponible, de ce qu'on peut actionner? Tout à fait. Et les initiatives se sont multipliées ces dernières années, donc c'est particulièrement intéressant. Juste peut-être, je voudrais faire un petit retour sur la question de l'armée européenne, parce que c'est un vrai sujet. Je partage complètement ce que vous avez dit. Il n'empêche que dans tous les eurobaromètres, quand on interroge les Européens sur quel est le meilleur moyen de faire l'Europe de la défense, c'est l'armée européenne qui est plébiscitée. Ce qui en dit long aussi sur le pourquoi les Européens hésitent à investir dans la défense. C'est parce qu'il y a cette crainte qu'on utilise nos armes les uns contre les autres. Et au fond, l'armée européenne, c'est le narratif qui vient rassurer là-dessus. Je ferme la parenthèse et j'en reviens aux initiatives parce que c'est vrai que depuis 2016, les Européens, et 2016, c'est le premier mandat de Donald Trump. C'est pas encore c'était déjà la guerre en Ukraine puisque la Crimée, mais c'est surtout le premier mandat de Donald Trump et donc cette prise de conscience qu'on doit se défendre. On a multiplié les instruments. Alors je vais pas tous vous les citer, mais si on voulait résumer en quoi ils consistent, il y a il y a plusieurs initiatives, mais il y en a une en particulier qui a montré que ça pouvait fonctionner, que ça pouvait être la solution, et donc elle est extrêmement plébiscitée par tous les États, c'est les achats en commun. On a fait ça la première fois sur des munitions pour envoyer des munitions en Ukraine, et parce qu'on n'arrivait pas à livrer l'Ukraine, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés au départ, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Commander ensemble, acheter en commun, c'est-à-dire l'achat en commun, c'est plusieurs États qui font une commande commune, comme Groupon, vous connaissez tous Groupon, c'est la même chose. On a fait ça pour les vaccins pendant le Covid, et on s'est dit pour les armements, ça peut être pas mal. Et donc il y a un certain nombre d'instruments aujourd'hui, ça s'appelait ASAP
pour les munitions. C'est le règlement qui est en cours de vote au Parlement européen, EDIP, qui intègre également ça. C'est de réfléchir de plus en plus sur des besoins que l'on pourrait avoir en commun et sur comment on pourrait faire une commande commune autour de ces besoins à plusieurs entreprises pour finalement permettre d'allonger les séries. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a eu la question de la dette commune qui a été beaucoup abordée. C'était le grand sujet du printemps 2024. Il avait d'ailleurs été demandé à Madame von der Leyen de faire une étude, pas une étude de marché, mais une étude des possibles. Et puis, début juin, quelques jours avant le Conseil européen elle devait livrer les résultats de son étude, on lui a expliqué, c'était Olaf Scholz à l'époque, qui lui a expliqué que non, finalement, cette étude-là, c'était pas la peine, que les fameux eurobonds, cette dette commune pour financer de la défense, c'était inaudible et inacceptable. Ça l'est toujours, encore aujourd'hui, et pour une raison qui est très simple, et ça rejoint tout ce que vous avez dit, c'est que nos amis frugaux nous posent et questionnent, et tous les Européens, comment rembourse-t-on cette dette? Or, si on prend le cas de Next Generation EU, qui, dans la dette commune, dans ce qu'on en a fait, est un super bon exemple. Juste pour rappeler, c'est le plan qui avait été lancé le plan de relance en sortie du Covid, pour sortir de la crise du Covid. C'est un grand plan, c'est la première fois qu'il y a eu une dette européenne émise pour ce genre de plan. Les études, les unes après les autres, montrent l'intérêt qu'a eu cette dette commune, comment cette dette commune a permis de nous ressaisir, éviter le pire au moment du Covid. On n'a pas relancé complètement l'économie, mais éviter le pire. Le seul truc, c'est que dans le prochain cadre financier pluriannuel, vous savez, le budget européen, il est voté pour 5 ans. Dans le prochain cadre financier pluriannuel, on va devoir prévoir le remboursement de cette dette. Et en fait, la Commission européenne avait demandé aux États de prévoir des ressources supplémentaires, de pouvoir prélever un impôt supplémentaire pour rembourser ce crédit. Ça n'a pas été fait malgré de multiples propositions. Et donc, ce remboursement de ce plan de relance va coûter 30% du budget européen à partir de 2027. Et donc ça, la Commission dit, attention, parce que si vous relancez un nouvel emprunt, à la fin, on va passer notre budget uniquement à rembourser des emprunts, mais ce sera les générations suivantes qui feront ça, qui rembourseront des emprunts, on ne pourra plus rien dépenser. Donc cette dette commune, aujourd'hui, il y a encore du travail à faire et il y a cette question des ressources additionnelles. Mais par contre, l'instrument SAFE qui a été annoncé dans le plan ReArm Europe, c'est un instrument qui permettrait à la Commission de s'endetter pour prêter à des taux préférentiels de l'argent aux États, et ce sont les États qui rembourseraient. Alors, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de débats sur comment on met en place, etc. Les premières analyses qui ont été faites sur le côté préférentiel listent qu'au fond, il y aurait quasiment que les Britanniques qui auraient intérêt à s'endetter auprès de la Commission européenne, parce que comme étant sortis de l'Union européenne, on en revient aux enjeux de souveraineté, ils s'endettent très très cher sur les marchés financiers. Or, la vraie question, c'est est-ce qu'on accepte les Britanniques ou pas? Sur ce plan-là, sur l'endettement, si ça nous rapporte des retours sur investissement via les intérêts, bon, pourquoi pas. Mais vous voyez, les solutions qui paraissent évidentes ne sont parfois pas les plus évidentes. Les autres éléments, et je finis là-dessus, les autres éléments qui ont été creusés, c'est le soutien aux entreprises et à l'industrie, le soutien aux investissements industriels pour reconstruire une base industrielle et technologique sur le sol européen. Je note d'ailleurs, pour être souvent en contact avec des industriels, qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui, depuis la PME à la plus grande, qui réfléchissent à comment consacrer une partie de leur production à produire des équipements pour la défense. Donc ça, vous voyez, ça a un effet de levier qui est extrêmement intéressant que d'investir dans l'industrie. Donc aujourd'hui, on le fait essentiellement avec des subventions. C'est le Fonds européen de défense, c'est d'autres mécanismes. Donc on subventionne les entreprises à la condition, pour que ça crée de l'européanisation, ça résume plus vite l'européanisation, c'est on ne subventionne que des projets où il y a au moins 3 entreprises de 3 pays différents. Et du coup, on les fait travailler ensemble. Là aussi, le retour d'expérience est très positif. Finalement, des grands groupes français ont appris à connaître des PME partout en Europe, et ça vous crée une chaîne de valeur, une chaîne de production qui, pour moi, peut être la réponse au juste retour. C'est-à-dire, une fois que tout le monde sera dans l'écosystème de production industrielle de défense en Europe, on n'aura plus besoin de juste retour, parce que de fait, on achètera un petit peu aux Polonais, un petit peu aux Italiens, un petit peu et tout le monde, un grand nombre d'entreprises, mais partout en Europe, participeront. Fonds européen de défense, pour information, 26 pays sur 27, ou des entreprises de 26 pays sur 27, ont touché des fonds du Fonds européen de défense. Donc vous voyez, ça concerne tout le
le monde, il n'y a pas besoin d'un juste retour. Là. Tout le monde est concerné, tout le monde est intéressé. L'autre élément, c'est les prises de participation dans des PME qui est encore très très faible. Et puis, il y a un autre élément dont on n'a pas encore parlé, c'est le financement privé. Et ça, on voit un nouvel... C'est ce qui nous différencie aussi des États-Unis, c'est qu'il y a tellement d'argent, tellement d'opportunités d'investissement, tellement de retours sur investissement possible aux États-Unis que les investisseurs privés y vont. L'augmentation des dépenses militaires en Europe, elle a ceci d'intéressant qu'elle recrée de l'intérêt pour les investisseurs privés. Et là aussi, c'est très bien, parce qu'un investisseur privé qui investit dans une entreprise de défense en Europe, eh bien, c'est à la fois de la sécurité, mais c'est aussi des retombées économiques et technologiques. Christophe, vous vouliez souligner l'intérêt du Fonds européen de défense. Oui, alors non, c'est juste pour mettre un petit bémol par rapport à la structure de notre tissu industriel. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la BITD, c'est 4000 entreprises, 200 000 emplois, et que le fonctionnement européen tel qu'il a été décidé, à savoir de travailler effectivement par coalition de 3, peut être quelque part un peu un handicap pour la France. Parce que la France étant, et je mets toujours avec un bémol, de faire attention à l'arrogance française qui consiste à dire on est les meilleurs partout. Donc c'est pas ce que je dis. Mais on est quand même leader sur un certain nombre de sujets, ce qui veut dire que des entreprises françaises leaders vont être obligées d'aller chercher des collaborations européennes, ce qui va plutôt favoriser les PME d'autres pays que la France. En revanche, comme il y a moins de leaders européens dans d'autres pays, nos PME françaises risquent, dans ce mécanisme en tout cas, de moins profiter du dispositif, puisque peu de leaders allemands, espagnols, italiens vont venir chercher des sous-traitants français pour constituer cette équipe à 3. Donc il faut faire un petit peu attention aux effets de bord de cette politique, qui est souhaitable dans le fait de collaborer de façon européenne, mais lorsqu'on est déjà le leader sur un marché, c'est plutôt quelque chose qui va viser à rééquilibrer le marché des autres pays plutôt que le nôtre. C'est juste le bémol que je mets sur cette démarche. Donc on voit bien qu'à l'échelle européenne, il y a à la fois d'immenses potentialités, il y a des chances, il y a des leviers formidables, mais on voit aussi qu'on a toute une série de points politiques, culturels même, presque philosophiques à lever pour pouvoir avancer ensemble. Et je voudrais maintenant qu'on vienne sur la France, que faire, et donc je vais vous redonner la parole tout de suite, Christophe, parce que vous avez beaucoup travaillé sur un des volets du financement, qui est la mobilisation de l'épargne. Alors en fait, le cheminement, mais pour faire bref, c'est qu'étant rapporteur du budget de la défense, je produis des rapports chaque année, budgétaires, et en travaillant ce sujet-là, on a fini par déclencher une mission d'information sur l'économie de guerre. On est en train de travailler actuellement sur la suivante, qui est la guerre économique, pour faire le pendant. Et en travaillant sur ce rapport sur l'économie de guerre, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de financement, et notamment des PME. Alors une fois de plus, je ne parle pas du financement du budget de l'État, mais bien du financement des entreprises, donc de l'investissement, sur 2 vecteurs. Le vecteur de ce qu'on appelle les fonds propres, et donc je dirais la structure, l'investissement capitalistique dans les entreprises. Mais ça, on peut considérer que depuis 3 ans où on travaille sur ces sujets-là, c'est en train de bouger un petit peu. Il y a des fonds spécialisés qui se mettent en place. C'est quelque chose qui évolue. On a eu le 20 mars à Bercy une grande conférence organisée et par le ministère des Armées et par le ministère de l'Économie pour faire se parler ces 2 écosystèmes que sont celui de la finance d'un côté et celui de l'industrie de la défense. Je dirais qu'on progresse, même si on est encore en retard, et je pense notamment à des critères d'investissement. Je vous montrerai un truc tout à l'heure qui est assez parlant. Mais l'autre sujet, c'est aussi tout simplement la dette bancaire, parce qu'à partir du moment où le marché évolue, où la commande publique et la commande privée évoluent, les entreprises ont besoin de se développer, d'acheter un nouveau bâtiment, d'acheter de la machine-outil, d'investir dans leurs ressources humaines et donc dans la formation, d'investir dans la matière première et donc dans les stocks, et donc de décaisser, d'avoir besoin de cash, de besoin en fonds de roulement, et donc d'aller vers leurs acteurs habituels du financement, que sont le monde bancaire. Et là, il y a une vraie opposition, pas frontale mais presque, entre le monde bancaire qui nous dit tout va bien, on n'a aucun problème de financement, on a mis des référents défense dans nos banques et on n'a aucun problème de financement, le monde de la défense est financé. Et puis les auditions que je multiplie, j'en ai fait encore 2 hier, des PME qui nous disent non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a du mal à avoir du crédit parce que critères ESG qu'on évoquait tout à l'heure, parce que critères réputationnels, parce que la défense c'est sale. Je le cite souvent, à chaque fois que j'ai un article dans un média, j'irais presse écrite ou télévisuel sur les sujets de la défense, à chaque fois, mais c'est 100% des cas, l'illustration de mon propos, c'est une palette avec des bombes. Jamais du cyber, jamais de l'informatique, jamais un satellite. Jamais. Donc l'image, la projection que l'on a de l'industrie de la défense
Et pourtant, je le répète, la défense, c'est se défendre. On n'est pas dans l'industrie de l'attaque, on est dans l'industrie de la défense. On est quand même dans une posture de défense. Et voilà, avant que le milieu financier, qui, à mon avis, est aussi victime que coupable, parce qu'en fait, il se protège de risques réputationnels, et c'est ce qui amène une certaine frilosité. Et donc, on a essayé de chercher, et on avait donné quelques pistes, grand emprunt, livret dédié, utilisation de l'épargne des Français, et il se trouve que l'épargne est surabondante en France. L'an dernier, si on considère livret A LDS, on est passé de 565 milliards à plus de 600 milliards. On a collecté, l'épargne des Français a augmenté de 50 milliards, c'est-à-dire, on l'évoquait en début de propos, du montant du budget de la défense. Rien que l'augmentation de l'épargne des Français sur l'année. Et il se trouve qu'on a un outil qui est le livret A, puisque j'essaye de faire court, mais on a focusé vers le livret A, qui a aujourd'hui une partie de ses fonds, 65%, je suis désolé d'entrer un peu dans la technique, mais 65% des fonds du livret A vont et sont centralisés vers la Caisse des dépôts et consignations pour traiter le logement. Et donc le logement est sacralisé, il est sous cloche, il est même isolé des banques, il est à la Caisse des dépôts, ça représente 358 milliards d'euros. Donc quoi qu'on dise et quoi qu'on ait pu entendre, on ne touche pas au logement social. Mais 40% des fonds restent dans les banques et ces banques l'investissent. Et ils l'investissent tout simplement déjà pour faire du rendement et pour pouvoir servir les intérêts qui sont servis sur le livret A. Et aujourd'hui, ces fonds, on a posé une contrainte aux banques qui est de dire investissez dans les PME. Puis on a posé une deuxième contrainte aux banques en leur disant on vous demande pour 5% d'aller investir dans l'économie sociale et solidaire. On vous demande pour 10% d'aller investir dans le développement durable. On vous demande pour 5% de faire ce que vous voulez. Et donc, il reste 80%. Mais 80% de 40% de 600 milliards, ça fait quand même 195 milliards cette année. Et l'an dernier, c'était 180. Donc, rien que cette partie-là a augmenté de 15 milliards l'an dernier. Et donc, la proposition de loi que je portais, mais en vain aujourd'hui, donc si voilà, j'en profite pour lui donner de la visibilité, c'est de dire simplement, comme on est capable de flécher sur des choses qui sont essentielles. L'économie sociale et solidaire, c'est essentiel. Le développement durable, c'est essentiel. Mais la sécurité, la défense, c'est aussi essentiel. Si on fléchait une partie de cette épargne, sans toucher au logement, puisque c'est sacralisé, vers l'économie de la défense, on pourrait régler une partie et abonder d'un flux qui n'existe pas ou qui n'est pas assez important, cette économie de la défense. Et je vous dis, la simple augmentation de l'an dernier, c'est 15 milliards, alors qu'on estime que le besoin des PME aujourd'hui, il est de l'ordre de 3 milliards, c'est des estimations au ministère des Armées. Donc on pourrait tout à fait, de façon immédiate, mais aujourd'hui, on n'y arrive pas. Bien que j'ai le soutien sur ces sujets-là du ministère des Armées, on n'arrive pas à avancer du côté du ministère de l'économie. Et toutes nos tentatives, qu'elles soient ici à l'Assemblée, qu'elles soient au Sénat, qu'elles soient collectives Sénat et Assemblée, et transpartisanes. Hein. Moi, je travaille avec des sénateurs PS. Côté parlementaire, on est également de tous bords. S'il y a bien un sujet sur lequel on peut se retrouver, c'est bien le sujet de la défense et de la souveraineté. Et malgré tout, aujourd'hui, on a un problème, alors peut-être intellectuel, philosophique, j'en sais rien, à mobiliser l'épargne privée des Français dans la défense. Et je peux vous dire que quand j'ai soulevé ces sujets-là dans mon rapport, quand j'ai fait ce genre de proposition, la déferlante sur les réseaux sociaux qui consiste à je suis un va-t-en-guerre, j'ai qu'à aller mettre un uniforme et partir moi-même à la guerre, etc., est juste phénoménal. Donc on a vraiment un gros sujet pour essayer, alors d'abord, d'accepter le constat qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'investissement privé. Je vais peut-être un peu sévère, mais que les banques ne jouent pas leur rôle, même si je leur trouve des excuses, et qu'il faut arriver à déverrouiller, parce que les montants d'épargne sont colossaux, et le besoin finalement rapporté au montant de l'épargne n'est pas si important que cela. Donc proposition de fléchage de l'épargne. Juste un petit élément d'explication sur pourquoi est-ce qu'on met des bons pour illustrer les papiers sur l'industrie de défense. C'est si je mets un satellite, les gens vont se dire il nous parle de la conquête spatiale ou des télécoms ou peut-être de la météo. Si je mets un écran, on va dire il nous parle du télétravail. Alors que si je mets des bombes, là on sait de quoi je vais parler. Donc voilà, juste petit élément d'explication. Mais bon, il faut qu'on travaille là-dessus, d'accord, sur l'image que ça donne. Donc une proposition. Marietta, vous, votre proposition, vous avez commencé à nous la dire, mais je voudrais que vous la précisiez. Vous l'avez travaillé notamment avec Gabriel Zucman, qui
qui est un économiste, qui a été récompensé par un prix de thèse de la FSE, je crois, hein, et donc qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a une forte reconnaissance à l'international sur cette question. Donc dites-nous un peu plus sur votre proposition à vous. Alors oui, tout à fait, il faut rendre aussi à César ce qui était à César. Et effectivement, avec Gabriel Zucman, j'avais travaillé directement avec lui pendant le confinement. En 2021, c'est le premier texte qui sort sur la contribution limitée aux très très riches au niveau national au départ. Et puis finalement, nous avons vu que cette question pouvait concerner plus largement au-delà de notre nation, l'Europe, au niveau mondial. La question a été mise sur table sur le G20 et elle est toujours juste là. Et puis les travaux, je crois que Xavier vient d'évoquer, au niveau de FCDE, continuent aussi à porter ce sujet. Alors pourquoi ? Parce que je peux dire même que ma propre famille, initialement, n'était pas prête. Voilà, je peux le dire, mais on ne faut pas finir idiot, on évolue. Donc voilà, donc je crois qu'aujourd'hui ça a été porté et aux côtés de l'épargne, de ce qui a été des initiatives que Christophe vient de parler, ce que les sénateurs aussi portent effectivement, c'est un outil. Il ne faut pas sous-estimer finalement cette possibilité d'aller chercher ces hauts revenus. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on passe sur un impôt minimum sur les milliardaires, au niveau mondial égal à 2%, frais finalement permettrait de collecter entre 200 et 250 milliards d'euros sur les 3000 contribuables concernés par ce dispositif. Et si je reste sur le niveau européen, pareil pour le même taux, maximum d'imposition, avec un patrimoine qui dépasse les 100 millions d'euros, aurait pour effet de mobiliser 67 milliards d'euros. C'est-à-dire avec un taux fixe de 3%, on passerait à 121 milliards d'euros. Je crois qu'il y a de quoi pouvoir venir accompagner la volonté de défense de l'Europe, d'accompagner d'autres domaines, on en parlait tout à l'heure à travers la remise des prix sur la décarbonation des transports. Je rends mon rapport dans quelques semaines, dans un mois. Et puis cette, je dirais, contribution, elle est légitime à pourvoir bien sûr sur 4 ans, à mobiliser 73% du plafond et des dépenses estimées, c'est-à-dire 650 milliards d'euros qui étaient effectivement évoqués au niveau européen à aller chercher. Alors, quand j'aborde ce sujet, honnêtement, depuis quelques années maintenant, depuis 5 ans, y compris dans les cérémonies des vœux, vous savez, où on rencontre tous nos concitoyens, au début, ça ne passait pas. Puis au fur et à mesure, moi je trouvais qu'il y avait une évolution. Et j'avais à la fin des vœux des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Oui, mais vous ne craignez pas que justement, il y aura des fuites des capitaux à l'étranger ?» Moi, je regarde un petit peu beaucoup les travaux des différents instituts, des chercheurs, des observateurs, et j'ai trouvé que finalement, il n'y avait pas autant de fuites que ça, parce que, y compris dans les dernières chiffres qui ont été donnés, y compris au niveau de la Grande-Bretagne, où effectivement, on a... au Royaume-Uni, l'exil fiscal n'est pas nul, mais il est considérablement plus faible que dans les autres discours alarmistes sur ce sujet. Et effectivement, quand on regarde au niveau des données et au niveau européen, il n'y a pas non plus autant de fuite des capitaux. Donc ça se situe à peu près à 1% sur les hauts patrimoines, le départ sur le long terme. Donc vous voyez, effectivement, il y a une réflexion sérieuse à porter au moment crucial qui est notre temps, et pouvoir permettre au niveau de l'avenir de ne pas endetter les générations futures. Donc du coup, je crois qu'on a beaucoup de travail à faire, en tout cas à convaincre Bercy. Et quels que soient les gouvernements politiques, on a toujours eu des difficultés à faire évoluer. C'est la question que j'allais vous poser. Gunther nous disait, taxe sur les transactions financières, on a réussi à avoir une petite augmentation. Vous, Christophe, vous nous dites le fléchage de l'épargne, ça bloque. Et là, où est-ce que ça bloque ? C'est Bercy ?
c'est Bercy, c'est quelquefois, je pense aussi, politiquement, on ne veut pas assumer des choix. Voilà, moi je trouve honnêtement, on reste un petit peu archaïque. Et sur les taxations, sur la taxe des transactions financières, il fallait, Pierre-Alain Muet qui est là présent, il fallait travailler sur plusieurs années, décennies, pour pouvoir porter ce qui était un chouïa, hein, si je peux me permettre l'expression. Eh bien, c'est pareil. Sur la contribution des revenus des très très riches, il y a aussi un dogme qui n'est pas vrai. Et je le dis pourquoi? Parce que quand je portais ce texte-là, pour les gens qui me connaissent et savent comment je travaille à l'Assemblée nationale depuis 18 ans, je peux vous dire que j'ai auditionné aussi des représentants de ces hauts revenus. Et j'ai promis juste de ne pas donner les noms, donc ça reste entre nous. Mais la majeure partie m'ont dit, mais oui, on est prêt à contribuer. Et comme l'ont fait aussi aux États-Unis auprès de Biden auparavant. Donc je crois qu'il faut aussi donner un peu du sens à cet engagement. Je le disais quelquefois, c'est aussi un sens patriotique, quelque part, de venir aider l'Europe, son pays, etc. Et je crois qu'ils ne perdent pas au retour. Avant de passer la parole à la salle pour les questions, un mot, Christophe. Ouais, juste compléter sur ce qui n'est pas une opposition avec Bercy. Moi j'ai deux pistes. Une qui est très pratico-pratique, c'est que les députés ont une enveloppe parlementaire qui leur permet de payer leurs collaborateurs, qui nous permet d'avoir entre 2 et 3 collaborateurs en moyenne. C'est ce que l'on a. On va dire 2,5 équivalent temps plein. On a en face de nous Bercy, une usine de cerveau, de données, d'informations, etc. Et donc on ne peut pas non plus, côté parlementaire, quelle que soit la qualité de notre travail, quel que soit le volume de notre travail, le nombre d'auditions, le rapport parlementaire, etc., on ne fait pas le poids. Déjà, première chose. Et deuxième chose, sans vouloir me mettre à dos l'administration, mais un peu quand même, j'ai eu des discussions encore récemment sur ces sujets-là de personnes qui ont passé des heures à m'expliquer que ce n'était pas possible. Alors que moi, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais je suis politique, je suis élu, prochaine élection, je perdrai peut-être si je ne fais pas les bons choix ou si je suis désavoué par mes électeurs, mais je vous demande de me dire comment c'est possible et pas de me dire que c'est impossible. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit, mais c'est valable dans une mairie, hein, entre un DGS et un maire, qui pilote l'action municipale? Le maire ou le DGS? Il y a un moment donné où on fait des choix politiques, on les assume, et après, c'est la démocratie, c'est parfait, on est bon, on reste, on est mauvais, on s'en va. Mais d'avoir une administration qui ne nous impose pas un certain nombre de choses et qui accepte qu'il y ait une prise de risque, et que c'est notre rôle de politique de la prendre, et que c'est au rôle de l'administration, avec son pouvoir et ses qualités, de nous amener les solutions aux hypothèses que nous, on peut éventuellement essayer de développer à travers, sur le sujet du financement et de l'épargne, on est quand même 7 parlementaires à s'être réunis, à avoir fait une tribune commune le 20 mars, on a à nous tous produit entre 10 et 15 rapports parlementaires. Donc quand on dit qu'il y a un problème et qu'on dit non, il n'y a pas de problème, on a quand même tendance à avoir l'impression qu'on n'est pas écouté. C'est vrai que c'est une constante, moi, que j'ai observée en tant que journaliste vis-à-vis du ministère des Finances. Quand il y a une proposition, on commence par expliquer que c'est pas possible, ensuite que ça coûte trop cher, et ensuite, quand ça finit malgré tout parfois par passer, on taille pour que ça coûte moins cher et pour annuler l'effet de la mesure. Très rapidement, avant donc de passer la parole à la salle, je voudrais les réactions de Xavier Dantonin aux propositions des députés. J'entends le tête-à-tête entre les députés et Bercy, mais heureusement, il y a l'OFCE quand même. Pour apporter l'expertise, les moyens, etc. Heureusement, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, donc je vais te couper tout de suite parce que tu pourrais parler pendant une heure là-dessus. C'est que je pense qu'effectivement, plus sérieusement, il y a une question essentielle d'instruction dans le cadre du vote des PLF et autres, et qu'il y a les enjeux de redistribution, aussi bien de l'épargne que d'évolution de la fiscalité, que ce soit par l'IR, la taxation des patrimoines, que ce soit la taxation locale. C'est des choses assez complexes, et je pense que pour animer le débat public, il faut une certaine expertise. Bon, je salue le travail de Guillaume, qui a un exemple d'une compréhension des transferts vers des catégories de revenus ici les plus pauvres. Mais il y a l'OFCE, mais il y a aussi l'IPP. Je pense qu'il faut créer un écosystème pour être en avance de phase, et vous l'avez dit, pour instruire finement des sujets, pour qu'après, quand il y a le temps de l'accélération politique, c'est ce qu'on voit en tant qu'économiste,
On travaille pendant des années, et puis il y a une accélération politique. Il faut vraiment profiter de cette accélération pour que la volonté politique coïncide avec l'instruction technique. Et donc, je pense qu'il est essentiel de sortir de ce tête-à-tête avec l'administration et de créer un écosystème qui permette à la représentation nationale de travailler dans ce temps long pour trouver les bons instruments pour notre sujet, qui est le financement des industries de la défense. Antonin ? Moi, je suis 100% d'accord avec Xavier, donc je ne vais pas ajouter... Mais avec les propositions oui, alors, de Christophe et de Marietta. Alors, sur le livret, moi, c'est aussi l'instrument financier qui me paraît assez naturel, et je pense que effectivement, les oppositions que vous ressentez sont pourraient peut-être être levées avec plus de pédagogie, mais qui peut prendre très longtemps, je sais, parce que ça m'arrive aussi d'être confronté à Bercy. Par contre, je pense que peut-être qu'une manière de rendre plus acceptable aussi ce type de fléchage, c'est que, comme vous l'avez dit, quand on parle de dépenses militaires, on pense aux bombes, etc. Mais en fait, il y a des dépenses militaires qui sont vraiment à la frontière militaire, et presque on voit plus l'application civile que militaire. Par exemple, l'ordinateur quantique, aujourd'hui, c'est l'armée française qui... de rien, qui fait la commande publique pour le futur ordinateur quantique et qui concrètement investit dans cette technologie qui va probablement avoir des impacts militaires comme l'IA, mais enfin bon, essentiellement aussi des impacts civils. Donc je pense qu'il faut... un tel fléchage, à mon avis, doit aussi être suffisamment flexible pour pouvoir financer des technologies très généralement, et y compris quand, j'espère, la tension redescendra un petit peu, ne pas continuer à financer forcément des bombes et des avions, mais ce genre de projet à long terme. Ça me paraît important. Question de la salle, intervention, réaction, indignation, contestation, approbation. Merci beaucoup. Merci de vous présenter et d'être concis. Merci beaucoup pour cette table ronde très enrichissante. Vous ne pensez pas que celui qui épargne n'a pas d'argent, celui qui a de l'argent, il dépense tout? Question pour les économistes, allons-y. Réaction ? Alors, je crois qu'il faut que vous répétiez votre... La personne qui épargne n'a pas d'argent, elle met une bourse en sécurité. Celui qui a de l'argent, il a tendance à dépenser aisément. Il n'y a pas besoin d'épargner. Xavier. Peut-être que j'interprète et que vous développerez. C'est quels sont les motifs de l'épargne. Il y a une augmentation effectivement du taux d'épargne des Français dans la crise. Au niveau le plus agrégé, il y a un déficit d'épargne français, c'est-à-dire qu'on continue de s'endetter au reste du monde. Et la France, globalement, s'endette par rapport au reste du monde, de plus en plus. Donc, globalement, il y a un déficit d'épargne français. Mais quand on regarde qui épargne et pourquoi, il y a ceux qui ont peur du risque, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Et ça, on le voit, c'est la classe moyenne inférieure. Il y a ceux qui n'ont pas de revenus, et dans ces cas-là, ils n'épargnent pas, mais ils s'endettent. Les plus endettés parmi les endettés, c'est vraiment les plus pauvres, qui parfois, quand il y a des accidents de la vie, finissent au comité de surendettement de la Banque de France au niveau français. Et après, au niveau des plus riches, il y a une sorte de saturation des besoins, c'est-à-dire que j'ai une voiture, j'ai une maison, et donc on voit que le taux d'épargne augmente fortement parmi les plus riches des Français, ce qui fait que la taxation de la richesse, du revenu, du patrimoine financier pour les plus riches, c'est une base fiscale assez importante. Donc l'image qu'on a de la décision d'épargne, elle est assez hétérogène suivant où vous êtes. Si vous êtes vraiment très pauvre, précaire, si vous êtes une classe moyenne, si vous êtes jeune qui épargnez pour pouvoir avoir essentiellement votre mise initiale pour acheter votre logement, c'est ça un grand motif d'épargne des jeunes, ou des plus vieux qui veulent épargner pour assurer un patrimoine. Donc grosso modo l'image, c'est que le taux d'épargne, il est quand même plutôt croissant en fonction des revenus. Et donc une taxation du patrimoine, une taxe progressive, on taxe les plus riches par rapport aux plus pauvres. Autre question, monsieur, puis on va essayer de trouver des gens plus jeunes aussi, non sans faire d'agisme. Allez-y. Quand vous évoquez un écosystème, il faut un modèle économique avec des règles du jeu et des modes de gouvernance qui favorisent l'efficacité et empêchent autant que faire se peut les effets d'aubaine. Les effets d'aubaine s'inscrivent dans une logique de rente dans laquelle, aujourd'hui, l'absence de vision dans la façon d'opérer donc des modes
de responsabilisation de type coopératif, y compris dans un sentiment d'appartenance nationale, n'existe pas. Si vous regardez l'application des technologies militaires dans des volumes 1000 fois plus grands du civil, il y a toujours eu des territoires de chasse gardés, des rentes réservées à des acteurs privilégiés, en particulier dans le domaine des télécoms, où par exemple une entreprise comme Thomson CSF Thales n'a pas pu effectuer donc, sur des volumes aussi importants l'abaissement de ses coûts de composants de près de 100 fois. La question, c'est que quand on raisonne en territoire de chasse gardée, on a des coûts unitaires qui peuvent être, pour certains composants, 100 fois plus importants. Pourquoi voulez-vous que les Allemands payent les acteurs français qui raisonnent en termes de rente et qui leur feraient payer des équipements avec des composants 100 fois plus chers? C'est un point qu'on a identifié évidemment pendant la discussion. Sylvie, vous voulez revenir dessus? Oui, tout à fait. Vous avez parlé de règles quand il est question des écosystèmes. Alors là, pour le coup, les règles ne sont pas à la mode, vous le savez. Et je pense qu'en plus, dans le cas de l'industrie de la défense, c'est quand même une industrie qui, logiquement, de par ce qu'elle produit, c'est-à-dire on en revient à la bombe, est extrêmement encadrée. Extrêmement encadrée par les pouvoirs publics. C'est une industrie qui a aussi une difficulté majeure, c'est que son principal, voire son seul client, c'est son État et c'est l'État. Et en fait, je répondrai à votre question en disant que c'est tout l'enjeu aujourd'hui de l'intégration européenne que d'essayer de construire un écosystème européen, ce qui n'est pas facile, parce que comme nationalement c'est très contrôlé, très encadré et qu'il y a des règles extrêmement strictes, faire des règles communes en la matière, c'est très compliqué, mais c'est l'idée de cette intégration européenne, du renforcement d'une base industrielle et technologique de défense européenne, que d'éviter des effets de rente en jouant à la fois sur la demande, une demande achat commun, mais aussi une demande plus diversifiée, plusieurs États européens qui y achèteront, et en jouant ensuite sur l'offre, en créant de la concurrence. Ça rejoint ce que vous disiez sur les PME. Je suis tout à fait d'accord que pour le Fonds européen de défense, l'effet pervers que l'on a vu à la construction de ce fonds, c'est que les grandes entreprises françaises sont allées chercher des partenaires à l'étranger, en Europe, pour récupérer des fonds. En fait, tout l'enjeu aujourd'hui de la préférence européenne et du renforcement de la base industrielle, c'est qu'on renforce aussi des donneurs d'ordre ailleurs en Europe qui deviennent et qui viennent chercher des produits et des composants auprès de nos petites entreprises. Donc, encore une fois, on est dans cette logique d'un écosystème européen qui sera encadré et en même temps où il y aura plus de concurrence et d'offres possibles et d'alternatives possibles pour produire des équipements. Et donc une certaine agilité aussi. Si on commençait déjà par limiter l'effet de rente, parce que quand on paye 100 fois plus cher, si on limitait déjà ça à 50 ou même 20, ça ferait déjà un énorme pas, mais c'est effectivement un travail de très longue haleine. Question là. Parlez, puis on verra si ça passe, puis sinon on fera... Allez-y. Pourriez-vous considérer moins financer l'un des pôles de dépenses du gouvernement pour financer la défense? Si oui, lequel et sur quel aspect? Donc, quelle dépense militaire, c'est ça votre question? Je comprends. Vous arrêterez de financer quel aspect financé par le gouvernement actuellement pour la défense? Qu'est-ce qu'on diminue? Quelles sont les dépenses qu'on pourrait diminuer? Donc là, on va commencer par poser la question aux députés. C'est un sujet sur lequel ils dissertent à longueur de journée. Donc, oui. Alors, le premier levier que j'évoquerai, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'efficacité. C'est-à-dire, à ISO dépense comme on dépense mieux. Et je pense qu'on a un nombre de leviers incalculables. Lorsqu'on a un budget de l'État qui est de dépenses de l'État de plusieurs milliers de milliards d'euros, trouver 40 milliards, ce qu'on est obligé de chercher aujourd'hui pour le budget, si on le ramène en pourcentage dans l'ensemble des dépenses de l'État, c'est finalement pas si important. La difficulté, c'est effectivement quels sont les arbitrages. Donc moi, je pense qu'il y a d'abord, de l'efficacité.
Il y a quelque chose qu'on ne sait pas très très bien faire. Moi, je viens pas du monde politique, j'y suis depuis 3 ans, je viens plutôt du monde de l'entreprise au départ. C'est d'évaluer les politiques publiques, c'est-à-dire d'être capable de dire, quand on fait bien, on continue. Quand on fait mal ou qu'on s'est trompé ou que le système a évolué, on change. J'ai porté une loi j'ai accompagné une loi sur le logement de courte durée, où on a dû aller dans une niche fiscale qui correspondait à des histoires d'amortissement d'investissement de 1974, qui n'avaient pas été révisées depuis. Donc je pense qu'il faut d'abord aller chercher la performance. La deuxième chose, c'est aussi changer, de la même façon qu'on dit qu'il faut changer notre point de vue par rapport à la défense, c'est aussi changer notre point de vue par rapport à la dépense publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a ce qu'on appelle les lettres de cadrage, et lorsqu'on a les ministères qui reviennent avec leur budget, là je vais m'attaquer aux médias, les médias titrent quels sont les gagnants et les perdants du budget. C'est-à-dire qu'un budget qui est en diminution, c'est un budget dont un ministre n'a pas su gagner ses arbitrages. Et donc, quelque part, il est désigné comme étant un mauvais ministre. Non, un ministre qui arrive à faire avec 8 ce qu'il faisait avec 10, c'est peut-être un excellent ministre. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Je pense pas. Ensuite, s'il y a un effort, il faut qu'il soit collectif. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le premier des efforts vienne de l'État. Je pense qu'on est un État qui a un fonctionnement coûteux et qu'on a des leviers d'optimisation du fonctionnement de l'État. On en a, mais des exemples quand on est sur le terrain tous les jours. Et puis après, il faut embarquer les Français, mais tous. Il ne faut pas dire un matin 10% de frais pour les revenus des retraités, c'est pas normal, ils gagnent trop d'argent. Et puis le lendemain dire on a supprimé la taxe d'habitation, c'est une connerie, il faut remettre une taxe sur l'habitation. Puis le surlendemain, je veux dire le concours Lépine de la fiscalité, il faut être capable de faire un constat global. Et je pense qu'on a une échéance qui est intéressante, c'est 2027. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une élection présidentielle qui va arriver. On a une absence de majorité à l'Assemblée, donc des débats de fond, je dirais structurels, type retraite, type fiscalité, sont quasiment inextricables ici, moins au Sénat, mais en tout cas ici, inextricables. Donc on a 2 ans, et je pense que 2 ans, pour les économistes qui travaillent sur le long terme, c'est très largement nécessaire pour réfléchir et donner une orientation et faire des choix. Et après, c'est le suffrage universel. Un candidat ou des candidats arrivent avec une proposition, avec des choix forts, taxation du capital ou pas, évolution sociale, et d'avoir la validation par les Français d'un effort qui ne pourra, à mon avis, être que collectif, et en commençant par l'État. Marietta. Si je peux me permettre, en complément de ce qui vient d'être dit par mon collègue Christophe, à la fois il y a la question de l'endettement, donc soit finalement on emprunte sur les marchés et on augmente la dette, mais la dette ça touche principalement, je dirais, les plus modestes aussi, dans les dépenses également qui peuvent être entreprises. Et de l'autre côté, on cherche plutôt, et s'il y a des coupes, il y a une tendance à faire des coupes dans les coupes sociales. Donc c'est la première réponse qu'on trouve le plus souvent. C'est pour cette raison-là qu'il faut travailler sur de nouvelles ressources. Ces ressources-là, je les ai évoquées tout à l'heure, ça fait partie du débat politique et ça fait partie des choix politiques qui doivent être faits avec la population, avec les citoyens au niveau national dans les 2 années qui viennent, mais je dirais même, alors peut-être on aura un peu plus de temps justement pendant ces 2 années d'aller un peu plus loin et expliquer. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a mis du temps à arriver à avancer sur l'approche de la taxation des très, très, très riches. Voilà, ça met du temps sur les transactions financières également. Donc peut-être aussi demain, et avec vous, ce serait finalement de réfléchir sur cette nouvelle orientation, mais aussi sur un choix politique qui peut se faire, mais qui porte sur les préoccupations de nos concitoyens. N'oublions pas qu'ils se sont de plus en plus éloignés. Dans les sondages, on le voit, dans les votes, on les voit. Et si je peux me permettre, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, je considère qu'il faudra réfléchir aussi sur la manière dont on légifère. Parce que légiférer chaque fois avec des lois, des nouvelles lois, sans faire l'évaluation de l'existant, sans vérifier que si ces lois ont été
applicable et appliqué, ça peut poser quand même un certain nombre de problèmes aujourd'hui dans les normes et des réglementations qui rendent plus difficile aussi, je dirais, la vie de nos concitoyens. Donc c'est un ensemble, et à l'occasion des prochaines échéances, je souhaite que ce soit mis sur table tous ces sujets-là et que les citoyens éclairés, qui s'éclairent en tout cas par leur volonté, et votre présence le montre, puissent vraiment trancher de la bonne façon. Juste me permettre d'insister sur un point qui est la notion d'évaluation des dépenses publiques. Je vous conseille de lire une note du Conseil d'analyse économique qui est parue hier sur un tout autre sujet. Vous me permettrez cette petite digression, puisque c'est sur l'efficacité des politiques éducatives. Il y a 18 mois, il y avait un ministre de l'Éducation qui avait dit qu'il faut revenir sur le redoublement, il faut recommencer à en faire davantage. On redouble plus en France dans les collèges et les écoles que partout ailleurs. Alors ça a beaucoup diminué par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, mais on continue de redoubler beaucoup plus. Et ce graphique, il y a un graphique merveilleux dans cette note qui montre que le redoublement, c'est ce qui coûte le plus cher et ce qui est le plus inefficace. Alors qu'il y a des choses qui sont infiniment plus efficaces, comme le fait d'avoir des inspections de classe, comme le fait de faire de la formation intensive des enseignants. Voilà. Et donc ça, c'est typique d'une évaluation de dépenses, voilà, qui peut amener à des décisions très concrètes. Et ça, en France, on a souvent beaucoup de mal à le faire. Je vous conseille de regarder cette note. Fin de la digression. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur. Oui, bonjour. Donc, moi, comme Madame Marietta Carmoli, dans le passé, j'avais voulu vous rencontrer, hein, vous n'aviez pas répondu. Je vais expliquer. Bah oui, vous savez, moi je suis francilien, je suis à 20 minutes de l'Assemblée nationale. Moi, je suis dans la vie, on va dire, j'ai vu à Bercy ce qu'ils ont proposé, vous savez, avec la question de la Banque publique d'investissement, où M. Nicolas Dufour, il a quand même avoué que les gens qui investiraient pendant 5 ans, ils n'auraient pas de sécurité, les particuliers, les petits épargnants. Après, on va jeter le pavé dans la mare, carrément. Moi, je connais un problème très grave qui se passe en France, qui est 100% français. C'est que la crise 2008, elle a installé à travers des contrats d'assurance vie une crise structurelle de 15 années et qui sont arrivés à faire de la spoliation. Monsieur Yves Sancy m'a fait convoquer en 2012, il l'a vu, il n'a pas agi. Vous avez parlé de Bercy, de la direction du Trésor. Donc la direction du Trésor, avec le SFE Assure, le service de financement de l'économie, n'ont pas voulu entendre du tout depuis 2009. Et la raison, elle est la Banque Centrale Européenne. À un moment donné où l'index éonien, Ester, et les taux des marchés interbancaires ont fait qu'il s'est passé cette crise de 15 années. Cette crise qui a existé, demain, elle peut recommencer. Monsieur Vittori, vous savez, je vous écoute le vendredi, quand vous allez à BFM. De temps en temps. Moi, je vais devoir arrêter de vous écouter pour qu'on puisse répondre. Parce que... Oui, mais alors la question, moi, je vais présenter, c'est quand même notre pays. Nous avons un Parlement avec 577 députés, 348 au Sénat. Nous n'avons qu'un seul qui est du métier de l'assurance. Et c'est lui qui a encore demandé sérieusement avant le déficit, c'est Jean-François Husson, qui est, peu importe le camp, comme ils ont dit, face à Bercy et le têtu de Bercy qu'on a, à un moment donné, il faut une pluralité politique. C'est ça que nous n'arrivons pas à avoir à faire à gauche en France depuis ce pays, depuis cette crise. Ce message-là, je crois, est déjà revenu sur la question de la sécurité du placement. Vous évoquez ce qu'a proposé la BPI. En fait, ce qui est arrivé le 20 mars, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'au même endroit, on ait réuni les deux mondes, celui de l'armement d'un côté, enfin de l'industrie de la défense, pardon, et celui des finances. Et l'État a apporté quelques solutions d'épargne. Et notamment, l'une d'entre elles était ce qu'on appelle un fonds retail ouvert par la BPI, qui consiste à pouvoir placer avec un ticket d'entrée de 500 € qui est bien inférieur à celui qui existait habituellement, avec un blocage sur 5 ans et une rentabilité non garantie. Mais c'est un produit d'épargne comme les autres. Et la démarche que j'ai justement est de dire que ce produit est excellent puisque ça permet d'ouvrir la possibilité à des
Français d'épargner directement avec des tickets d'entrée faibles, mais ce n'est pas un investissement garanti, ça n'a pas vocation à être un investissement garanti. De la même façon qu'il y a eu des annonces sur l'assurance vie et des unités de compte, c'est un paquet, un bouquet de propositions, c'est une d'entre elles, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'épargne. D'accord. Monsieur, excusez-moi, je voudrais que quelqu'un puisse poser une autre et dernière question. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'on peut apporter un micro? Je vais faire à nouveau de la discrimination positive. Je voudrais qu'une femme puisse poser une question. Il y a une question là. Merci. Oui, bonjour. Fabienne Marquet, donc économiste. D'abord, dans un premier temps, 22 ans dans la protection sociale. J'ai été aussi assureur. Et deuxième temps, dans le numérique depuis 8 ans. Vice-présidente de X-Sursaut, un think tank de polytechniciens. Merci, monsieur. Je vais vous remercier tous de vos apports. Dans un premier temps, messieurs les députés économistes, madame. Ce que je voulais, une remarque par rapport à vous, monsieur le député, une nuance à apporter sur l'ordre de grandeur que vous avez évoqué quand vous vouliez parler des dépenses. Vous dire que, vous rappeler plus exactement que l'impôt finance des dépenses, mais il y a des cotisations qui financent des prestations. C'était juste, voilà, c'est pour la remarque des 14 et des 12%. Ma question, et deux questions, même deux. La première, c'est au niveau, on sait que les défenses d'armée, de défense, il y a le matériel, vous avez parlé beaucoup de matériel, et j'ai entendu à la fin quelques petites autres domaines. Donc on a le matériel, on a l'humain, mais on a l'immatériel aujourd'hui. Et l'immatériel est un grand domaine dans lequel il faut investir et sur lequel vous posiez des questions sur les retombées dans le civil, l'économie privée. Et là, vous avez de quoi faire. Vraiment, donc avec la cybersécurité, l'information, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la donnée, l'information, la cybersécurité, et l'armée est dessus. Donc ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas que c'est important et qu'il y aura des retombées économiques sur lesquelles on peut chiffrer et faire des modèles aujourd'hui, et carrément sur le long terme, et réfléchir, et réellement aujourd'hui je pense que c'est chiffrable, mais le pensez-vous? Et avez-vous commencé sur cela? Et pensez aussi à nos ingénieurs et au quantique, et la France est peut-être un petit pays, mais en réalité, donc c'était ma troisième question, c'est que pensez-vous du modèle Suisse et Monaco, qui sont que des pays qui ne sont pas d'une taille de l'Europe, ni de la Chine, ni des États-Unis, donc en inter-atlantique. Et ma deuxième question, c'est l'assurance. Monsieur le député, vous avez parlé de l'épargne sur laquelle vous travaillez, le livret A, donc de flécher une partie sur la défense. L'assurance vie, on sait que, et les banques et l'assurance vie, c'est 87% des fonds sont dans l'assurance. On a pensé à faire, sur les unités de compte, à flécher sur tout ce qui est RSE, écologie, vert. Là, on pourrait aussi flécher une partie sur la défense. Qu'en pensez-vous? Merci. Christophe. Alors sur la dernière question, très rapidement, c'est fait, puisque justement dans le bouquet d'offres présenté par Bercy, l'une des offres, c'est de créer une unité de compte défense. Et comme j'ai salué l'investissement avec un ticket ramené à 500 €, je salue aussi l'unité de compte. Simplement, même si c'est le volume le plus important d'épargne, je crois qu'on dépasse les 2000 milliards versus les 500, 600 sur le livret A. Donc c'est effectivement massivement beaucoup plus important, mais ça adresse beaucoup moins de personnes, puisqu'on est vraiment sur un peu plus le haut du spectre de l'investisseur. Et quand vous croisez un épargnant, il y a peu de chances, enfin en tout cas 4 fois moins de chances qu'il ait une assurance vie plutôt qu'un livret d'épargne, et vous avez encore moins de chances qu'il ait une assurance vie avec un fonds profilé où il aurait le choix, et tant mieux ce choix va exister maintenant, d'investir dans la défense. Mais on est sur une petite partie du spectre des investisseurs, mais avec des volumes importants. Mais je suis d'accord avec vous, et ça fait partie des bonnes annonces de Bercy. Concernant l'immatériel ou la prestation intellectuelle, il se trouve que dans mon rapport, j'ai le programme 144, qui est donc tout ce qui est les études, et notamment le renseignement dans lequel on a toute le traitement de l'information, le cyber, etc. notamment, et le budget qui augmente le plus. Sur la LPM, c'est plus 70%, et c'est aussi l'endroit où on a le plus de porosité, parce que pour des problèmes de salaire d'une part, mais également de profil, c'est là où on va finalement trouver le moins de militaires et le plus de contractuels, avec des personnes qui vont venir passer 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un profil très technique, qui ne sont pas forcément des gens qui sont issus de l'armée, mais qui vont venir apporter leurs compétences. Et un troisième levier très très important que je n'ai pas évoqué, c'est celui de la réserve. Depuis qu'on est dans l'environnement malheureux que l'on connaît, les candidats à la réserve sont de plus en plus importants, et la réserve industrielle,
fait partie de la capacité que l'on peut avoir à la fois pour augmenter, si on a besoin d'augmenter les volumes, mais aussi pour aller chercher des compétences que l'on ne trouve que dans le public, mais dont ont besoin les armées. Antonin, sur la dépense immatérielle, c'est un sujet sur lequel tu as évidemment travaillé. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Pour moi, quand on parlait de technologie, je pense que c'était sous-entendu, parce qu'évidemment, quand on regarde les conflits précédents, il y avait beaucoup moins d'intangibles, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et effectivement, comme j'ai dit, dans la commande publique et notamment dans tout ce qui est programme France 2030, il y a énormément de dépenses, d'investissements immatériels qui passent par l'armée. Donc c'est un vecteur assez classique. Nous avons le quantique, le cyber et l'IA, donc c'est effectivement très important. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je suis d'accord. Bien, le temps de ce débat touche à sa fin et je dois avouer une petite frustration parce que le défi que vous deviez relever, c'était financer la défense. On en a parlé, mais on a parlé de beaucoup d'autres choses. Parce que le sujet, il n'est pas seulement un sujet financier, il n'est pas seulement un sujet militaire, il est aussi un sujet politique. Et si vous ne l'avez pas senti, c'est peut-être que vous n'avez pas écouté. C'est aussi un sujet culturel, c'est aussi un sujet de valeur. Hein, et donc là, on touche pratiquement à la philosophie. Et donc c'est encore plus important d'en parler. C'est ce que nous avons malgré tout essayé de faire. Et c'est pour ça que je pense que vous pouvez remercier le panel. Juste un mot par rapport à cette frustration que l'on peut tous ressentir. Je pense que ces débats nous enrichissent et que tous ceux qui se posent leurs questions sur la vie qu'ils vont avoir dans cet écosystème européen à construire, eh bien vous allez pouvoir le prolonger les 4, 5, 6 novembre dans les journées de l'économie à Lyon. Il y aura énormément d'étudiants et de lycéens et vous allez vraiment pouvoir réfléchir sur quelle vie vous voulez, quelle formation et comment vous allez vous adapter à un monde où les enjeux environnementaux, géostratégiques vont être énormes. Rendez-vous au mois de novembre.